Je l'ai vu sur mon Tout le monde. Je vais commencer par un petit mot la semaine passée. Pas tant de choses à rajouter, mais quand même, vous rappelez l'examen, c'est vendredi prochain. Sur votre plan de travail, vous avez essentiellement ce que je vais vous dire là, présentement, à savoir, je suis toujours disponible. Hein. Vous pouvez toujours m'envoyer un texto, m'envoyer un petit courriel. Prendre rendez-vous, je ne répondrai pas là, à des longues réponses sur texto ou sur courriel, mais évidemment, on peut prendre un rendez-vous privé, en guillemets, sur ma classe, dans ma classe Zoom, ça me fait plaisir. Sinon, par défaut, jeudi prochain, jeudi prochain, quand j'ai marqué de 8h30 jusqu'à 17h, je vais être dans ma classe Zoom, vous avez le lien. Je serai disponible, donc vous avez déjà vous présenter. Je peux prendre rendez-vous si vous voulez vous assurer d'une plage horaire à vous. Mais sinon, je vous invite dans ma salle, puis on s'installe en privé, ou si vous voulez poser des questions à deux ou à trois, ou comme vous voulez. Okay, donc, je suis toujours disponible pour l'examen qui va avoir lieu vendredi prochain. Les questions, je les détaille, en tout cas au moins les deux premières, puis il n'y a pas de surprise, puis je l'ai déjà dit. C'est sûr qu'il y a une question importante qui va être sur la planification de la retraite, version 5 étapes. Ça, c'est une question importante. Il va y avoir une question de plan d'action, contrôle budgétaire, un peu comme la semaine 3. C'est évident. Puis, deux autres questions que j'appelle théoriques, mais pas juste théoriques, pas juste du blabla, démonstration, présentation, vulgarisation de votre part. Et ce que je veux dire comme point d'attache, oui, les DQI, c'est bien pour se préparer, mais c'est tout le temps dans l'optique de le niveau de difficulté qu'on rencontre quand on parle en classe. C'est le niveau. Puis quand je suis en classe, des fois, on va plus loin parce que quelqu'un me pose une question qui m'amène à aller plus loin. Ça fait plaisir de ne pas arrêter et de dire ah, ça, c'est pas l'examen, fait que je ne te réponds pas, on va où vous m'amenez. Mais ceci étant dit, c'est beaucoup plus. Parce que la BQI, des fois, ça va plus loin par moment. Mais c'est quand même une bonne façon de se préparer. Donc, c'est ça. Pour le reste, vous le savez, c'est Excel. Excel, pas de Canva, pas de squelette, pas de vierge, finalement. Et puis, vous avez le droit seulement à deux feuilles que vous avez préparées. 8,5 par 11, recto verso. Quand ils m'ont dit, c'est comme 4 pages, ça? Oui, c'est comme 4 pages. Mais... Donc, 2 pages recto verso, 8,5 par 11. Mettez ce que vous voulez là-dessus. À l'examen, je vous fournis juste la table d'impôt. Donc, pas les calculs ou les taux d'avantages sociaux. Ça, tenez-le en note, ça peut vous aider, bien sûr, dans votre démarche. Alors, question pour l'examen? Ça va? Alors, c'est au plan de travail aussi, comme j'ai mentionné. Alors, cette semaine, vous aviez une lecture à faire pour vous préparer au cours. Et puis, le sujet, c'est un sujet très vaste, c'est le sujet des assurances de personnes. Okay? Donc, on s'entend, personne ici va sortir du 3 heures en étant expert en assurance de personnes, mais vous allez suffisamment comprendre pour avoir de l'autodéfense, avoir une compréhension par rapport à une industrie qui n'est pas toujours facile à suivre. Je veux dire comme ça parce qu'on comprend que ce que vous pouvez imaginer, si on vous parle d'assurance vie, je ne pense pas que vous imaginez quelque chose qui est facile à saisir, à comprendre, voir les nuances. Il y a beaucoup, beaucoup de nuances. Et il y a tout un marché derrière ces produits de santé-là qui sont essentiels. En passant, je ne suis pas ici pour détruire le monde des assurances de personnes, mais il y a des situations où effectivement une assurance vie est nécessaire, par exemple. Puis il y a des situations où ce n'est pas du tout nécessaire, mais le commun des mortels n'est pas capable même pas de faire la différence. Mais tu as un besoin ou je n'ai pas besoin d'assurance vie. Okay? Donc, dans le cours, c'est sûr que vous allez être capable là, de comprendre ces différences-là, mais on va se concentrer sur les assurances de personnes en long et en large. Donc, qu'est-ce que c'est une assurance? Puis là, je reviens vraiment à la base, puis je vais vous tester là-dessus. Moi, vraiment vous tester. Tu sais, ce qu'on teste depuis le début, qu'on est dans le cours de finances personnelles, tout a un coût. Il n'y a rien de gratuit. Le coût d'opportunité, c'est un coût. Comprenez? Donc, quand je vous dis que l'assurance de personne ou l'assurance vie n'est pas nécessaire dans ce cas-ci, ce n'est pas pour prendre les primes qu'on doit payer pour augmenter notre train de vie. C'est les primes pour faire autre chose qui est significatif au niveau des finances personnelles. Donc, c'est cette pensée-là que je veux
inculqué chez vous et c'est de ça qu'on va beaucoup parler quand on va parler d'assurance vie aujourd'hui. C'est surtout l'assurance vie qu'on va creuser, c'est elle la plus importante et de loin. Donc, le but de l'assurance, c'est de couvrir un risque que si un événement se produit, ça cause un tort financier tellement important que ça compromettrait quelque chose comme ma qualité de vie ou mon bien-être financier. Okay? Donc, il faut comprendre les enjeux. Donc, la question de s'assurer, ce n'est pas une question tant des probabilités que l'événement se produise. Ça, c'est important. Ce n'est pas tant les probabilités que ça se produise. Les probabilités que, par exemple, pogne en feu, c'est quand même très, très bas. Est-ce que je vais décider de ne pas m'assurer parce qu'il y a peu de chances que ça se produise? Non, c'est parce que l'effet, le corrélaire de l'effet financier de ce sinistre-là, de cet événement-là, est tel que ça compromettrait toute ma santé financière. Vous comprenez? Donc, c'est ce jeu-là, c'est cette pensée-là qu'il faut garder quand on va parler d'assurance vie. On n'a pas à prédire, y a-t-il un risque élevé? C'est un peu paradoxal parce qu'on a beaucoup parlé de probabilité à date. Et dans certaines questions financières, les probabilités sont importantes quand on a un choix. Mais quand on parle d'assurance, c'est pas tant une question de probabilité, c'est une question de sévice financier. Qu'est-ce qui se passe si l'événement se produit? Alors, j'ai classé ça en 3 grandes catégories de sévices, de dommages financiers. Tu as un des dommages financiers qui est la perte de revenus. Il est possible que si un événement X se produise, on a coupé ma source de revenus. Okay? Donc, c'est quoi ces événements-là? C'est la maladie d'un proche. Si mon enfant a une maladie déclarée qui restreint sa qualité de vie, qui a besoin de soins constamment, bien, il est possible que ma capacité à générer des revenus soit réduite de beaucoup. OK? Si je dois être en arrêt de travail parce que moi, je suis malade, que ce soit physique ou mental, bien, ça m'empêche de générer des revenus. La façon la plus radicale de m'empêcher de générer des revenus, c'est si je meurs. Si je meurs, je ne peux plus générer de revenus. Bon, vous vous doutez que c'est normal de dire ça. Mais vous allez comprendre, évidemment, quand on parle d'assurance vie, c'est ça l'enjeu. C'est si je décède, je ne suis plus là pour générer des revenus. Est-ce qu'il y a des gens qui dépendent de moi financièrement? Essentiellement, c'est ça la question à la base d'assurance vie. Ça se complexifie, on peut en mettre des couches, on peut aller vers l'assurance vie universelle, l'assurance vie de placement, mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler de l'assurance vie pour assurer des événements type du décès quand on a des gens qui sont à notre charge financière. Donc, la perte de revenus. Je ne vous parlerai pas des assurances qui sont en lien avec les pertes de biens de grande valeur. Ma maison, pas mon auto, mais l'auto que j'ai scrappé dans le bord. Vous comprenez? Ce genre de sévices-là que je peux causer ou que je peux subir pour les couvrir financièrement par une assurance. Vous connaissez ça, je ne parle pas de ça. Il y a aussi les sévices possibles, les dommages financiers suite à une poursuite, que ce soit pour une faute professionnelle, donc une assurance professionnelle, responsabilité professionnelle, si vous faites partie de l'ordre des CPA, vous allez obligatoirement être couvert par une assurance responsabilité et l'assurance civile. Si quelqu'un se casse les 2 jambes en descendant l'hiver de votre escalier chez vous, vous poursuivez, vous devez être couvert par de l'assurance civile. Là, maintenant, c'est peut-être 2 millions de couverture standard. Donc, ce n'est pas de ça que je vais vous parler non plus, mais c'est juste pour scinder. Donc, moi, je vais vous parler vraiment des assurances de personnes qui sont en lien avec la perte de revenus suite à une maladie, suite à la maladie de quelqu'un qui nous est proche, puis qu'on doit s'occuper d'eux. Donc, ça peut être nos parents aussi, si on regarde ça dans l'autre spectre. Et ça peut être évidemment de façon drastique de je décède, il y a plus de revenus qui provient de moi dans une famille, dans une situation familiale, puis là, je vous la présente. Donc, l'exemple le plus simple, okay, juste pour commencer avec un cas d'espèce très simple, c'est surtout celui-là qui m'intéresse. Il y a différentes variantes, différentes variables. On va avoir d'autres assurances de personnes, mais pour le cours, là, mon objectif, c'est que vous compreniez bien ce type de situation-là. Alors, voici les données de base, tout simple. Un couple, un jeune couple, 40 ans, 41 ans, ils ont 3 enfants en bas âge, des enfants mineurs, 3 ans, 5 ans, 7 ans. D'accord? Ils ont tous les deux parents, les conjoints, ont des revenus similaires. 65 000 bruts,
on sait la table d'impôt, on prend la table d'impôt, ça donne à peu près 50 000 net. Okay? Bon, il y a des avantages sociaux à payer, mais il y a des allocations familiales qu'on reçoit. Bon, à peu près 50 000 chacun. D'accord? Le train de vie est 100 000. Quand vous regardez ça, vous dites, OK, ça balance. On a déjà fait une planification autour de ça, une planification vivante, là, du vivant. Pas nécessairement de retraite encore, parce qu'on voit qu'ils n'épargnent pas. Okay? Mais on ne sait pas, dans le train de vie de 100 000, peut-être qu'ils ont déjà dans leur poste budgétaire leur déboursé d'épargne. On ne le sait pas. Okay? Ceux qui ont tout ça, ils ont fait la planification de retraite la semaine 2, puis ils ont fait la planification de gestion courante, vie actuelle, à la semaine 3. Okay? Disons que tout balance. Tout balance, mais tout est fragile. C'est quoi le risque financier ici quand on parle d'assurance de personnes, quand on regarde ça dans vos mots? Quand vous regardez ça, c'est quoi le risque? C'est quoi le problème potentiel? Parce qu'à l'heure, quand on faisait nos planifications, on tenait zéro de ce qu'on va dire là. Oui. S'il y en a un des deux qui décède, j'ai pas assez d'argent pour l'après-midi. OK, parfait. Donc, s'il y en a un des deux qui décède, les revenus nets passent de 100 000 à 50 000. Si le train de vie passait de 100 000 à 50 000, on n'aurait pas de problème. Vous suivez? Mais est-ce que c'est ça qui va se passer? Est-ce que le train de vie va passer de 100 000 à 50 000 parce qu'un des adultes dans la pièce est mort? Ben non, il ne faut pas en tout. Parce que première des choses, il y avait comme une économie d'échelle à l'état 2, ça, mais surtout, tu as 3 jeunes enfants pour qui tu as encore d'énormes responsabilités financières. Puis là, tu es tout seul comme parent avec 50 000 net. C'est ça la chose. Essentiellement, comprenez que c'est ça. Si vous n'avez pas un portrait similaire à ça dans une proposition d'assurance vie pour vous, vos parents, vos amis, votre entourage, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante, mais il y a toute une côte à remonter pour que ça s'applique à une situation qui est réelle et où on a vraiment besoin de ce produit. Okay, donc, ça, c'est le cas vraiment le plus courant, le plus évident. Alors, c'est là que je suis drastique. Autant, je vais vous dire des fois, assurance vie, j'en veux pas, c'est de la scrap, ça ne s'applique pas, il n'y a pas de besoin. Autant que dans un cas comme ça, je fais toute la planification de la retraite, semaine 2, semaine 3, tu n'as pas d'assurance vie ou tu n'as pas d'assurance personne, tu n'as pas fini ta PFP, tu n'as pas fini ta planification financière personnelle. C'est très, très grave de ne pas se rendre jusque-là, en tout cas de soulever le point. Parce que c'est un cas qui est possible. Ce n'est pas un cas de dire « Ah, mais l'espérance de vie ». Non, tu te prémunis contre un risque. Le risque, c'est quoi dans ma définition à moi? Parce que je le dis en anglais tout le temps, worst case scénario. Qu'est-ce qui se passe si le pire scénario se passe? Le pire scénario, c'est un des couples décès. OK? Le pire des scénarios, dans le fond, c'est aussi des 2 décès en même temps. Mais bon, on va rester sur un, là, ça va être compliqué de gérer là, si les 2 meurent en même temps. Okay? Restons 5, là, un seul va mourir. Il faut que je couvre ce risque-là. Fait que là, je vais vous donner un petit exemple, là, comme ça. On continue notre raisonnement par rapport à ça. OK, pour remplacer le revenu d'un des conjoints s'il décède, parce que les revenus vont baisser de 100 000 à 50 000, mais le train de vie ne passera pas de 100 000 à 50 000. OK. Donc, c'est ce qu'on dit. Fait qu'on peut dire, là, ça, c'est approximatif. C'est basé sur rien, mais c'est basé sur gros bon sens aussi un petit peu, de dire que possiblement que s'il y a un décès, il y a un déficit d'à peu près 10-20 000. Ce que je veux dire, c'est que le train de vie va passer non pas de 100 000 à 50 000, mais peut-être de 100 000 à 70 000. Je le dis comme ça, on fait des calculs dans certaines situations plus détaillées, mais l'idée, c'est ça un peu. Donc, on va créer un déficit annuel de 10 à 20 000. Okay? Donc, ça vous dit quelque chose, hein? Créer un déficit que je dois financer. Hein, ça ressemble beaucoup à la planification de la retraite quand on est à l'étape 4 versus l'étape 3. Pour la retraite, j'ai un déficit à l'étape 3. Puis là, je dois me créer un moton, okay, un patrimoine pour générer une rente qui va combler mon déficit. C'est le même raisonnement qui se passe ici. On n'est pas à la même place, là, on n'est pas à la retraite pantoute. On est dans la vie active, il y a un problème. Un des conjoints est décédé. D'accord? Donc, je dois créer une rente de 10 000 à 20 000. D'accord? Qui va durer combien d'années? Il va durer à peu près 20 ans. Là, c'est important. Là, on amène un autre point ici. Pourquoi vous pensez que je dis 20 ans? Oui. Le temps que les enfants grandissent, c'est deviennent majeurs. Le temps que les enfants grandissent, deviennent majeurs. Là, ça, c'est personnel. Est-ce que le besoin
financier des enfants. On est responsable économiquement, financièrement des enfants. Du temps, juridiquement, 20 ans, 21 ans, c'est dans mes valeurs. Juste attendre que l'université, 25 ans. Ça nous appartient, OK? Mais on comprend que, tu l'as dit, c'est temporaire. Alors, ce genre de besoin-là, pas toutes les assurances de besoin temporaire, mais si vous comprenez que c'est temporaire, je ne me souviens pas de l'âge du plus jeune, je pense qu'il y a 3 ans dans l'histoire que je l'ai dit. Donc, c'est tout à fait réaliste de dire le besoin va durer à peu près 20 ans, jusqu'au moment où le dernier des enfants aura atteint l'âge vénérable de 23 ans. Okay? Donc, là, comprenez-vous qu'on est à mettre la table pour vous dire exactement, OK, Marc, est-ce que c'est ça qu'on appelle une assurance vie temporaire versus une assurance vie entière, ou c'est dit permanente? Puis assurance vie entière, assurance vie permanente, c'est des synonymes. L'assurance vie temporaire, c'est que l'assurance vie, elle va durer juste un certain temps. Okay? Donc, il faut que le décès, si c'est une assurance vie temporaire de 20 ans ici, il faut que le décès, drôle de dire ça, il faut que le décès se passe dans les 20 premières années. Okay? Si le décès se passe 20 ans et un jour après avoir contacté l'assurance vie temporaire de 20 ans, il n'y a pas une scène qui rentre. On est content. On est pas dans ça. Okay, on n'est pas content. On est doublement pas content. Triste, c'est un événement triste émotionnellement, puis financièrement, ça fait mal au cœur aussi. On est juste à une journée de toucher 300 000, 400 000, 500 000. C'est zéro. C'est drastique, la vie temporaire. C'est pour ça que je vous parle de même, parce qu'on n'est pas habitué de. On a le goût de voir ça tout le temps un peu comme un placement, comme un bon deal. C'est des petits montants. Si vous êtes jeune, quelqu'un va vous dire hey, assure-toi, une assurance vie, ça va juste te coûter 20$ par mois. Puis si tu décèdes, ça va donner un capital de 300 000. Donc là, vous, là, comportementalement, vous voyez, vous êtes au casino, vous avez 20$, vous voyez le gros chiffre, 300 000, vous êtes une bonne affaire, c'est bon, ça, je pense. Au lieu de mettre 20$ dans un CDI ou un PR, comme la semaine passée, là, on va revenir à la semaine passée, puis c'est quoi? Parce que notre choix, c'est tout le temps, si l'assurance de personne n'est pas adéquate, ne répond pas à notre besoin, on prend les primes qu'on paierait, on le place avec ce qu'on a vu la semaine passée. C'est tout le temps ça, l'équation financière de ce qu'on discute. Donc, c'est un peu ça. Là. Déjà, là, on vient de mettre la table sur l'essentiel. Ça prend une assurance vie de combien? Proposer un calcul. Alors, faites-moi là un calcul de même, dites-moi combien, c'est une assurance vie de combien qu'on prendrait ici? À peu près, juste de même. Compliqué là, ce que je pose si on suit le. Vous pouvez juste me dire la proposition arithmétique, oui. Oui, c'est marqué. C'est marqué. Est-ce que tu sais comment je t'achète à 300 000? C'est marqué ça aussi. OK, c'est bon, ça enlève un peu de magie à mes questions. OK, donc l'idée, c'est de voir, OK, ça va durer 20 ans. OK, ça va durer 20 ans. J'ai dit 10 000, 20 000, probablement j'ai pris 15 000. Fait que 20 fois 15 000, 300 000, mais je n'ai pas tenu compte de l'argent dans le temps. On va tenir compte de l'argent dans le temps tantôt. Là. Ça, c'est juste qu'on se réchauffe. On va ça tranquillement. 300 000. Deux choses que je veux vous dire sur le 300 000 qui n'est pas dans la CPA. OK? C'est que ce n'est pas le bon chiffre parce que le montant que tu recevrais fait des petits à chaque année parce que tu ne prends pas le 300 000, 10 000 pour 20 000 la première année, 20 000 la deuxième. Tu fais des rendements, donc le 300 000, ça frappe, il se réduit. Okay? Donc, bon, vous savez comment faire ces calculs-là. On va faire l'étape 4. Okay? C'est la même histoire. Puis, l'autre affaire qui est bien importante, je pense que personne ne serait tenté de faire ça, mais il ne faut personne ici qui pense de la façon suivante. OK, le risque, c'est 20 ans. On se l'a expliqué. OK, c'est l'acétate, je comprends. OK? Fait que, on va prendre l'assurance vie. On peut avoir en 10 ans. On va prendre 10 ans. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Il meurt dans 20 ans. Non, vous n'avez pas compris c'est quoi de l'assurance vie. L'assurance vie, c'est couvrir le risque. Le risque, c'est quoi? Je me suis dit, je t'en avais. Worst case scénario. Pire scénario, que meurt demain matin. Quand il reste encore 20 ans de déficit. Et tu ne peux pas commencer à dire je fais une moyenne. Ce n'est pas la place de faire des moyennes. Ceux qui veulent faire des moyennes, faites-en pas, là. Ou à peu près. Ça va? Parce qu'on trouve un risque. Le risque, c'est ça se passe là, l'événement se passe demain matin. D'accord? Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler beaucoup aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite, découragez-vous pas, restez, ne fuyez pas à la pause. Mika, il va être dur. Il va être vraiment dur, mais on va apprendre beaucoup de choses. Puis je vous le dis tout de suite, au cas que j'oublierais de le dire.
ça se peut qu'il y ait une question sur les assurances-vie à l'examen. Mais la seule affaire, je veux vous dire, ça ne sera pas dur comme le Minica. Le Minica, là, je regardais, je me préparais là, hier, je disais, wow, j'en demande beaucoup. Mais ce n'est pas grave, il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on va discuter par le Minica. Donc, on voit ici le calcul que j'ai fait. Bien, effectivement, j'ai utilisé la valeur monétaire dans le temps, les mathématiques financières. Fait que j'arrive à 300 000 parce que je me dis que c'est un déficit de 20 000. Finalement, j'ai pris le déficit de 20 000. J'ai dit, il faut que je dure 20 ans. Puis là, j'y donne un rendement pour la raison que j'ai expliquée. Le jour où il décède, le 300 000 rentre, puis je prends juste 20 000, fait qu'il reste 280 000 qui fait du rendement. Vous suivez? OK, pourquoi que j'ai pris 2 Inflation. Yes, Kevin, c'est bon, c'est la même histoire, on est à la même place, c'est pas tout le temps le cas, mais ici, on est à la même place que étape 4 versus étape 3, planification de la retraite. Le déficit de 20 000, ça, c'est le déficit cette année. L'année d'après, ça va être 20 000 plus l'inflation. 20 000 de plus l'inflation. Vous comprenez? Ça va croître de l'inflation. Donc, je me fais une petite provision. Vous comprenez? Vous vous souvenez, c'est ça le deal? C'est qu'on ne fait pas de mathématiques, de régression mathématique ici. Puis, on se fait une petite parenthèse. On dit, le rendement serait de 4 j'enlève 2 pour l'inflation, quelque chose comme ça. C'est pour ça que j'ai un petit taux. Puis, l'autre petit taux, ben, c'est que je dis, je ne suis pas tant en croissance, de dire, voir le 6 j'ai besoin de l'argent de façon assez régulière à chaque année. Puis je ne sais pas combien de temps que le placement va se produire. Quoique 20 ans, j'aurais pu me permettre, autrement dit, là, tout ça vous dire, j'aurais pu me prendre un I de 4. Et à partir du 6, là, croissance, horizon de 20 ans, okay? Enlever l'inflation. Bon. Vous comprenez que là, ça a fait baisser quoi? Mon produit d'assurance vie. Mon assurance vie ne serait pas de 300 000, j'aurais besoin. Je au pif, ce serait peut-être 250 000. Mais c'est comme ça. En gros, là, c'est comme ça qu'on établit un besoin d'assurance vie temporaire dans le cas de jeunes familles avec des jeunes enfants. C'est exactement comme ça qu'on fait ça. Et, bon, il y a des choses un petit peu plus compliquées peut-être dans le calcul, mais l'idée, c'est ça. Si vous comprenez l'esprit de l'assurance vie temporaire. OK. Alors, j'ai une petite question pour vous. Et ça, je pense que vous n'avez pas la réponse. Vous êtes prêts à cette table. Okay. Quelle option vous préférez? Je vous pose, je donne 5 minutes. Je vais la poser en chaos. Et donc, vous avez 3 propositions. La première position, c'est une temporaire. Okay? C'est une assurance vie sur la tête. Donc, la tête, c'est l'assuré. C'est lui qui doit décéder pour que le cash rentre. L'assuré, c'est lui ou elle qui doit décéder pour que le capital d'essai soit payé aux bénéficiaires. Donc, c'est un homme qui est l'assuré, c'est un non-fumeur. Capital d'essai, la souscription va recevoir 300 000. Les bénéficiaires vont recevoir 300 000 si monsieur décède. Si on y va pour une temporaire 20 ans, 300 000, ça va coûter 420 $ par année, payable tous les ans, pendant les 20 années s'il ne décède pas. Vous comprenez? Deuxième proposition, c'est une permanente. Et donc, ça, c'est une assurance vie entière. On va payer, c'est sûr, mais le problème, c'est qu'on va payer à son décès. Ça se peut son décès soit à 92 ans. Et vous comprenez l'histoire? Fait que là, c'est une assurance vie permanente. D'accord? Fait qu'on va payer un capital d'essai au décès en autant que l'assuré, le propriétaire de l'assurance, paye les primes. OK? Jusqu'au décès. Le deal ici, c'est 3 600 par année jusqu'au décès. Okay? Ça, c'est une proposition. Puis l'autre, assurance vie permanente, c'est une autre façon de le présenter. C'est pour ça que je vous dis que ça vous prend de l'autodéfense. Quand un assureur vient vous voir, attelez-vous. Okay? Soyez prêts. Aiguisez vos crayons, votre calculatrice. Vous comprenez? Parce qu'il y a plein de façons de présenter un produit qui semble se ressembler. Il y en a qui sont très séduisantes comme offre. Parce que là, comment on vous présenterait l'autre? On vous dirait, tu payes 6 120 par année pendant 20 ans, puis après ça, elle se paye toute seule. Je vais vous dire ça de même, elle se paye toute seule. Hey, parce que vous dites, c'est une affaire qui se paye toute seule. Mais déjà, c'est ça, hein? Vous avez entendu ça? Ouais, l'assurance, elle se paye toute seule à un moment donné. Non, tu ne fais pas à tout. Okay? Ici, dans le cadre, vous savez que c'est pas ça. Je vous demande, c'est quoi la meilleure proposition pour vous? Faites des calculs. Je donne 5 minutes. On fait échanger.
Je donne un indice là, pour vous starter la machine. Le calcul, c'est des calculs de coût d'opportunité. Traduction. Coût d'opportunité, ça veut dire la prime, tu aurais le choix de ne pas prendre l'assurance vie, la placer à la place. Ça, c'est l'indice pour trouver la réponse. Ça va être pas mal toujours comme ça qu'on va réfléchir le vrai coût de l'assurance. Quand on va nous proposer différentes propositions qui sont des propositions dont on a un besoin pour, laquelle est la moins chère? Placer l'argent dans un CDI. Faites ce scénario-là. Wow, lequel coûte le plus cher? J'ai pas manqué grand-chose. À date, tu veux dire qu'à l'arrivée du temps? Oui, exact. Je pense pas. Ça peut pas durer tant que ça. Un exercice. Vraiment. Je vais parler de l'examen, mais tout est dans ton temps de travail. Tout est dans ton temps de travail. Ah oui? Fait que, ouais, c'est mon temps d'entretien. Culture. Tu sais comment faire? Mais ça dépend parce que Tu as besoin de ce qu'on a fait à la semaine dernière. On parlait on se plaçait sur l'espérance. Tu n'as pas de choix, tu fais des calculs de même, tu te places. Il faut que tu aies des donc, il faut que tu fasses un scénario de décès à certain âge. Tu es bloqué, là, le paquet de prends. Ah, OK. Le temporaire, ça, c'est un piège, ils sont parfois. Lui, ils sont les deux là. Parce que moi, j'ai fait les calculs, puis celui qui coûtait moins cher, c'était le temporaire pour moi. Oui, c'est ça, mais ça, c'est deux besoins, mais tu as raison, tu as raison. OK, fait que finalement, je ne la poserai pas encore. Il y a beaucoup de choses intéressantes à se dire là-dessus. Je veux vous entendre. Laquelle que vous trouvez la plus intéressante? Soit que vous avez fait le calcul, je vais le faire avec vous, soit par feeling. Vous pouvez y aller avec votre feeling. Soit calculé, j'aimerais mieux que ce soit calculé, mais qu'est-ce que vous pensez? Votre feeling. Oui.
ça dépend. C'est sûr que, mettons, si tu calcules tout dans 20 ans, la mieux, ça serait la permanente jusqu'au décès si tu meurs dans 20 ans. Mais après ça, c'est prouvé après. C'est quand tu meurs entre mettons, 60 et 85. Tu trouves ton moment que les deux équivaut. Ouais, c'est ça, Charles. Ouais, c'est ça. Ça. Ça dépend. OK. Donc, tu mets bien la table pour le point de départ. C'est pas facile. Vous voyez, hein, c'est pas une question facile, mais est-ce que c'est une question légitime? Est-ce que quelqu'un serait en droit de vous demander hey, j'ai reçu ces 3 propositions-là, quelle est la meilleure? Quand on va sortir du cours, j'espère qu'on va être capable de faire ça. On va être capable de faire ça. Mais oui, ça va être quand même utile. Oui, Mathis. Le goût, ça dépend de la situation de la personne aussi. Là. On va dire, s'il y a des enfants, le temporaire 20 ans est plus attirant. Oui. Si ces CELI sont remplis et tout, ben là, je pense que c'est là que la permanente, on va choisir un des deux. Là. OK. Je veux dire, ça, mettons justement, là, les CELI sont pleins, la permanente pendant 20 ans, peut-être une meilleure option parce que justement, le coût d'opportunité est moins grand, maintenant. OK, parfait. On va faire les calculs, mais tu mets très, très bien la table. Ça, c'est vraiment comment il faut aborder la question. Elle ne se compare pas. En tout cas, il y a 2 familles qui ne se comparent pas. Une temporaire, ça ne se comparera jamais, jamais une permanente. C'est 2 games complètement. C'est quoi ton besoin? Ça vient de le dire. Des jeunes enfants, tu ne poses même pas la question parce que ce n'est pas l'investissement de l'assurance vie. Okay? Mathis que flirtait avec la question de placement, mais il a bien placé. Il a dit si c'est lié plein, il était habile. OK? Mais même jusque-là, je vais faire un petit bémol, mais je respecte beaucoup son approche. OK? Fait que temporaire versus assurance vie, c'est 2 choses différentes. Okay? Fait que c'est sûr que si c'est des jeunes enfants, il n'y a pas un calcul financier de comparaison à faire entre temporaire et permanent. Ça ne se fait pas. C'est deux bébés différents. Fait que l'assurance vie, mettons, temporaire, on va la tasser. Disons que c'est un besoin d'assurance vie permanente parce qu'il y en a qui ont des besoins, pas de placement, mais des besoins d'assurance vie permanente. Pas nécessairement parce que ton REER, ton CELI, tout est plein. Quoique, tu peux avoir une discussion pointue sur ce que Mathis avance, mais moi, ce n'est pas là que je veux aller. OK? Donc, un vrai besoin d'assurance vie permanente, ça veut dire j'ai un enfant, mais mon enfant est handicapé, ne pourra jamais travailler, puis son espérance de vie n'est pas affectée par sa maladie. Oh, OK, assurance vie permanente. Ça va, j'ai un besoin d'assurance vie permanente. Les parents, sur la tête des parents, pas d'enfants. Qui a un handicap, il ne faut pas se tromper de tête, là. Ça peut être des parents. Bon, donc là, allons-y faire le calcul maintenant, on sait que c'est des assurances vie permanentes. Fait que là, Mathis, puis il était brave, là, je prends son exemple, il a été par feeling. Là. OK, pour l'autre bout, il a dit je pense que sur 20 ans, c'est mieux. Je peux te dire, je pense, ça? Ben, ça dépend, là, mais. Mais ça, on va le calculer. Calcule même pas ta salive pour ça, dans le sens qu'on va faire le calcul. On va mettre le CELI. On va le placer en le CELI. Oui, oui. Mais c'est pas vraiment relié au cas, là. Oui. Mais, ma question, c'est plus par rapport à quand vous parlez de la temporaire, là, vous dites, mettons, si vous avez des jeunes enfants, Oui. comme on va directement vers la temporaire. Pardon? On va tendre la temporaire? Ben, est-ce que c'est ça que vous dites? Oui. Que si on a des jeunes enfants, on va directement vers la Oui. temporaire? Oui. Mais quand mettons qu'on arrive au bout du 20 ans, Oui. qu'on n'a plus à subvenir aux besoins des enfants, Oui. Ouais. mais tu n'as pas quand même besoin d'un assurance vie. Non. OK, d'accord. C'est parfait, j'aime ta question, Amy. Puis je suis sûr que plein de monde, on est tellement endoctrinés. Toute la gang, c'est super normal ta question. La réponse, on prend tout, t'as beau l'assurance vie dans ta vie. Là. Hey, si mes enfants ont 40 ans puis 30 ans, puis je vaux 2 millions, si je meurs, ils vont faire un party, c'est tout. Ils vont pas te dire, as-tu d'assurance vie? Comprenez-vous, c'est même le contraire. Plus tu meurs jeune, quand tu as accumulé durant ta vie active, tes enfants sont âgés, moins tu as besoin d'assurance, parce que là, si tu meurs là, c'est prime time pour les enfants. C'est comme, mais c'est correct ta question. Mais c'est de ça que je veux parler avec vous. Je veux que vous compreniez fondamentalement l'histoire. Puis, c'est pas une affaire de par cœur. Il y a un besoin d'assurance vie temporaire quand on a des enfants mineurs ou des enfants pour qui on a une responsabilité financière, parce qu'on est 2 pour pouvoir aux revenus, puis d'un coup, on va être 1. C'est pour ça, c'est pas une règle absolue. Il faut faire des calculs, là. Fait que, tu sais, quelqu'un aurait hérité d'1 million de dollars, il ne prend pas l'assurance vie, là. De 1 million, c'est son assurance vie. C'est du capital, l'assurance vie, c'est de l'argent. Bonne question. Fait que là, je vais juste le faire, le calcul. C'est vraiment un calcul financier. C'est par coût.
d'opportunité. Ça va? Donc, on va le mettre dans le CELI. Qu'est-ce qui se passe si je le mets dans le CELI, la première proposition? OK? Donc, évidemment, donc, j'ai oublié de le dire, si vous voulez aboutir à un calcul, vous devez le faire mourir. Vous n'avez pas le choix. Là. On revient un peu à la forme de RQ. Là. On revient au RQ, RPA, prestation déterminée, c'est tout le temps en lien. Tout le monde vous l'avait dit, d'une manière ou d'une autre, d'une manière intuitive. Ben, Marc, ça dépend encore âge qui meurt. Mais justement, vas-y avec des probabilités. Vas-y avec ce qui est probable. Fais tes calculs. C'est sûr que s'il meurt à 42 ans, vous n'allez pas me dire, moi, mais Marc, tu avais dit que le scénario à 3600, c'était le moins coûteux. Là. Okay? Vous n'allez pas me dire ça, il faut y aller avec les probabilités. Moi, j'ai tout simplement placé 3600 pendant 44 ans. Vous me suivez pour le scénario permanent 3600. 3600 pendant 44 ans, donc de 40 à 84 à 5 ça donne 571 000. Donc, au lieu d'acheter cette assurance-vie-là, comprenez ce que ça veut dire? Au lieu d'acheter une assurance-vie de 400 000, c'est là que je viens détruire l'argument de Mathis, au lieu de prendre une assurance-vie permanente qui a un capital d'essai de 400 000, on va le mettre dans le CELI, mais il a dit, si tu n'as pas de place CELI, tu arrives à 571 000. Donc, tu étais mieux de ne pas prendre l'assurance-vie permanente si tu n'avais pas besoin, parce que si tu l'avais placé avec 571 000, tu aurais plus que 400 000. Ça, c'est hyper important ce que je viens de dire. Là. Ça, c'est la clé pour faire comprendre. Puis là, pour comprendre que l'autre scénario de la permanente, qui est toujours pour un 400 000 de capital d'essai, c'est la plus coûteuse, mais là, c'est des mathématiques financières. 6 120 pendant 20 ans, à 5 ça donne quoi comme valeur future? Ça va? Ta valeur future que tu as dans 20 ans, tu la prends, tu la repitches 24 ans plus tard, ça va? Avec un N de 5, puis là, tu vas arriver à 685 272. Donc, de loin, la moins coûteuse. Évidemment, s'il décède comme la moyenne des ours masculins à 84 ans ou 80, c'est pas important, qu'à dans cette zone-là, ben, c'est le scénario de la 3600 jusqu'au décès. C'est comme ça qu'on ferait cette analyse-là. On se dit pas mal de choses importantes là, pour démêler assurance vie temporaire, permanente. Comment on fait pour comparer des primes qui ne sont pas comparables parce qu'il y en a une qui me disent hey, tu payes juste pendant 20 ans, puis l'autre, ils me disent tu payes jusqu'à ton décès. Hey, ça, c'est désarçonnant pour du monde. Ça, c'est déstabilisant. Tu sais, à la base, là, pour vous, vous savez pas comment aborder ça, puis c'est correct, c'est normal. Mais là, vous le comprenez, là, ce que je viens de vous dire. Là. Placez-le dans le CELI, vous allez avoir votre réponse. Okay? Puis évidemment, mais si on n'a pas de plan dans le CELI, on est dans l'or, hors abri fiscal, tout est plein, bien là, il faut que tu tiennes compte de la fiscalité de la chose. C'est important parce que l'assurance vie, elle ne sera pas imposable. Okay? Ah, mais tant qu'à faire, je vais la poser, là. Juste là, je vous rôde pas mal, là. Je vous rôde. C'est ma question. Un vendeur d'assurance vie, qu'est-ce qu'il va vous dire aussi par rapport à l'assurance vie? Comme argument de vente. Je flirte avec ça, je viens de dire un peu l'indice. Qu'est-ce que l'assurance vie va vous dire pour vous dire wow? On est meilleur. Pas imposable. Hein? Il va vous dire ça, hein? L'assurance vie, c'est extraordinaire, c'est non imposable. OK. Qu'est-ce que vous répondez à cette assurance? Il faut que vous désabsonniez cette assurance-là. Qu'est-ce que vous allez lui répondre quand il vous dit ça? Allez-vous être complètement ébahi par ça ou vous allez répondre rationnellement? Voilà la question. C'est extraordinaire que l'assurance vie soit non imposable? OK, ça ne change rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu places ton argent après impôt, fait que l'argent que tu sors va être après, un peu comme un CELI. Ouais, mais mettons que je prends de l'argent après impôt, tout est plein, là, tout est c'est tout ça, tout est plein. Puis je le place dans des fonds négociés à la bourse. J'ai placé 40 000, puis ça vaut, mettons, 90 000 plus tard. C'est imposable, ça. Et, non, mais, juste dire, c'est correct. Mon intervention, mais c'est pas ça la réponse que je cherche. Pourquoi c'est pas imposable? Parce que, ben, là, on va voir après l'intro que c'est la catastrophe quand on meurt, comme on paye l'impôt, mais ça fait flop pareil, c'est que tu n'es pas supposé de faire de l'argent avec l'assurance vie. C'est où, là? Je vous teste vraiment sa compréhension. Pourquoi c'est pas imposable un gain au casino? Parce que tu n'es pas censé faire de l'argent au casino. Eh non, et voilà. Bon, c'est pas imposable un gain au casino. Il y a des places dans le pays, puis des jeux. Ça, mais ici, c'est pas imposable. Mais c'est normal, tabarnouche, tu as 5 des chances de gagner.
95% des chances de perte. Vont-tu reconnaître tes pertes au casino dans ta déclaration d'impôt? Je pense pas, hein? Mais ça m'a fait l'assurance vie. Pensez-vous que les compagnies d'assurance vie font de l'argent, vous et moi? Oui. Fait que quand ils misent sur des affaires comme ça, là, ils savent que leur marge de profit est dedans. Fait que c'est sûr que, alors si on le décortique, évidemment, avec ces scénarios-là, je prends une assurance vie permanente, j'ai un vrai besoin, je meurs à 60 ans, c'est vrai que j'ai probablement fait ce qu'on pourrait appeler, en guillemets, un profit. Mais je ne suis pas supposé faire un profit. Je suis supposé de me rendre à 84 ans, voilà le deal. Puis, fait que c'est des écarts-types. Fait que je veux juste vous faire dire que l'assurance vie, si tu n'en as pas besoin, c'est comme du casino, c'est pas comme du placement, à part l'assurance vie universelle que je vais faire un petit mot tantôt, là. OK? C'est pas un placement, tu serais mieux de le placer ton argent. Okay? Que ça soit non imposable, c'est juste logique, c'est juste normal, parce que normalement, tu ne devrais pas t'enrichir avec l'assurance. On le voit ici. Okay? Vous comprenez, on ne s'enrichit pas, hein? Ah, j'ai dit 400 000, mais c'est 300 000. Regardez, vous payez 571 000, quelque chose qui vaut 300 000. Après, on vous dirait, hey, ton 300 000 est imposable. Aïe, hein? Ah non, tu as payé 685 000 pour quelque chose qui vaut 300 000. Ouais, on va t'imposer sur le 300 000. Hey, wow! La personne qui vous a expliqué d'assurance vous-même, je suis sûr. Oui, l'assurance vie, c'est justement le fait du pire scénario possible. Exact! Mais couvrir un risque. ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on la compare avec un CELI, genre son décès à 84 ans. On ne la compare pas avec quelque chose comme une situation son décès à 60 ans. Ce serait vraiment le pire scénario. Ah non, mais oui, OK, je comprends ton point, puis c'est logique là, que tu ramènes ça. OK? Donc, dans le fond, l'assurance vie, c'est de comparer avec le pire scénario. OK? C'est ce qu'on fait quand on regarde les assurances vie temporaires. On fait un petit calcul. Tantôt, on le faisait vraiment, on ne parlait pas si c'était cher ou pas cher, on disait t'en as besoin. Là, on a une situation où, même si tu en as besoin, Zachary, même si, OK, disons, tu en as besoin. OK? Il demeure quand même que tu en as besoin que tu vas l'acheter. Ça, c'est sûr. Là, je te demande juste, Zachary, par exemple, dis-moi, tu veux acheter celle-là ou celle-là? Fait que là, il faut que tu me dises que le coût est moins cher. Fait que là, je suis obligé de le faire par un placement CELI, tu me suis? OK, ouais. Dans ce sens-là. Et tu comprends ce que tu dis. Comme tu dis, s'il décède à 50 ans, elle t'a juste coûté 36 000 pour 300 000. Mais ce n'est pas une manière logique parce qu'on ne sait pas quand elle va mourir. Fait que si tu ne sais pas, tu t'en vas là. Puis l'autre affaire, tant qu'à ça, on ne le sait pas. Il y en a qui pourraient dire ouais, mais tu sais, mettons qu'il n'est pas en santé, tout ça. Mais s'il n'est pas en santé, il n'est pas assurable. Ils marchent leur modèle d'affaires aux assureurs. Tu t'assures pas si tu n'es pas assurable, si tu n'es pas en santé. Une rente viagère, si tu veux me 4 paquets de cigarettes, ils te versent le champagne, ils te disent viens signer ici. Là. Okay? Donc, c'est à l'envers, la rente viagère, le risque d'assurance vie. C'est un est contraire de l'autre. Oui, Kevin. C'est un petit peu dans le même domaine que la question qu'on vient de poser, mais pourquoi est-ce qu'on ne compare pas le coût que l'assurance nous donne versus le prix qu'elle va nous redonner à la fin? Le coût de l'assurance. Oui, pourquoi on ne compare pas le coût? Pourquoi est-ce qu'admettons, on ne compare pas genre le 3600, c'est quand il devient plus cher que le 300 000 qu'on va obtenir à la fin? Oh, oui, on pourrait. Oui, on pourrait. Mais ça donnerait le même. Il faudrait que ça te donne le même son de cloche pour dire que si je n'ai pas besoin, ce n'est pas un bon placement. C'est intéressant ce que Kevin dit. J'aurais pu vous le demander de même. Mais je ne vous le demanderai pas de même. Là. Commencez par plus simple là, quand même. Mais évidemment, il y a un moment donné, évidemment, où le 300 000, il est pareil. Fait que c'est probablement, je le dis au pif, là, okay, on va dire du cash, c'est probablement si monsieur décède ici à 67 ans. Okay, disons. Okay? Fait que là, tu devrais arriver avec la même conclusion. Tu dis, hey, ça n'a pas d'allure. Tu sais, le point d'insurance soit à 67 ans, mes probabilités de survivre à 67 ans sont probablement de 95 okay? Fait que vous comprenez, là, ça revient à la même, évidemment, à la même conclusion, c'est le même produit, vu avec un angle différent. Mais oui, pas mal. OK, principe de base, donc il faut bien évaluer nos besoins. Donc, est-ce qu'on a besoin ou pas? Donc, moi, je vous parle juste que ça soit clair. Je vous parle juste de besoin de couverture d'assurance. Je ne vous parle pas d'assurance vie comme placement. C'est important que je le dise parce qu'il y a une petite fenêtre, faire comme Mathis le dit, que l'assurance vie peut être un placement. C'est lorsque tous tes abris fiscaux sont pleins, c'est pas sur une assurance vie permanente straight pipe normale. C'est sur une assurance vie universelle qui est un autre monde.
Je vais vous en faire pendant 2 minutes, juste vous sachiez à la base c'est quoi. Mais oui, on s'entend que ce qu'on dit aujourd'hui, là, un vrai coût d'assurance de personne, ça dure 45 heures. Okay, nous, on va faire 3 heures. Okay? Alors, c'est juste pour vous dire, alors, donc, ce que ça veut dire, moi, je m'évalue, c'est un chiffre que j'ai entendu, je ne l'ai pas validé, j'évalue à peu près, peut-être à 2-3 de la population que leur REER, leur régime enregistré par études, leur CELI, leur CELIL qui ont droit à tout ça, là, régime enregistré par études, ça, c'est plein. Là, ils se retrouvent à dire hey, je suis obligé de placer de l'argent hors anneaux fiscaux. Ça, là, on estimait 2, 3, 4, 5, pas plus que 5 des Québécois. Okay? Donc, il y a juste 2, 3, 4, 5 des Québécois qui ont le droit de voir l'assurance vie comme un placement avec l'assurance vie universelle. Ça, c'est ma conclusion drastique de l'histoire. Okay? Faites ce que vous voulez, là. Quand vous allez évoluer là-dedans, vous allez comprendre ça de plus en plus. Vous faites votre tête. Mais c'est sûr que ce n'est pas au sommet de la pointe de la pyramide là, de l'assurance vie. C'est le meilleur placement que tu ne peux pas faire. Là. Non, non. Très, très pointu quand tu es rendu là. Donc, évaluez vos besoins. Est-ce que j'ai besoin d'assurance vie en question ou pas? Ou assurance de personne, ça peut être aussi d'assurance salaire, assurance invalidité, assurance maladie grave. On va parler de ces choses-là en même temps. Il faut comparer avec ce qu'on a déjà. C'est bête, c'est stupide de même, mais si tu évalues, tu fais tes calculs, tu te dis, on a, chérie, un besoin d'assurance vie temporaire 25 ans pour couvrir le risque pour les jeunes, pour les enfants, de 300 000 avant d'acheter une assurance vie temporaire 25 ans, 300 000. Regarde si tu es déjà assuré. Ça a l'air fou, hein? Mais tu as peut-être un bout d'assurance vie avec ta carte de crédit, tu as peut-être un bout d'assurance vie avec ton employeur, tu as peut-être un bout d'assurance vie avec ton ordre professionnel, d'autres places peut-être. OK? Fait que les gens, des fois, ne savent pas qu'ils ont déjà un peu d'assurance vie. Donc, tu compares. Si tu as besoin de 300 000, tu ne dis pas ah, ça en fera de plus. Là. Je veux personne qui pense de même. C'est, mettons, tu as un besoin de 300 000, puis tu en as 125 000 qui traînent une carte de crédit, blablabla, ce qu'on a fait. Puis là, tu prends quand même 300 000 parce que tu dis ah, ben, tu sais, on n'aura plus. L'argent que tu payes de trop, tu devrais la placer dans un CDI, dans un régime enregistré par études. Tout le temps la même affaire. Si tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin. Donc, tu vas comparer avec ce que tu as déjà de couverture. Ça se peut que ce soit zéro. Tu vas aller voir, tu vas aller fouiller. Tu pensais que tu avais de l'assurance vie, tu n'en as pas. Okay? Mais, pas du temps, il y en a quelque part. Oui. Mais juste pour savoir, pourquoi est-ce que vous dites qu'on n'en a pas de besoin si on a déjà plus qu'il nous faut? Parce que, admettons, on dit j'ai une blonde, j'ai des enfants, je meurs. Oui. Oui. Les revenus vont quand même diminuer. Puis même si avant ma mort, on en avait plus, la baisse de revenus devrait être quand même compensée par l'assurance. Ah oui, parce que tantôt, quand tu m'as dit c'est quoi que j'ai manqué en allemand 10-15 minutes, tu as manqué ce bout-là. Ouais, je l'ai expliqué ça. Effectivement. Ah. Oui, mais c'est pas grave. Non, c'est une bonne question. Ça veut dire que tu te souviens. Tu n'es pas complaisant. J'apprécie. Non, c'est ça que j'ai écouté dans le premier exemple qu'on montrait. C'était, je fais très bien, c'était un couple, puis il y en a un qui décédait. Fait que leur revenu passait de 5 000 à 100 000 à 50 000. Puis leur train de vie qui était de 100 000 ne passe pas à 50 000 parce qu'on n'a pas de jeunes enfants. Ouais, j'ai tout expliqué ça. Ah, OK. Ouais, c'est pas grave, mais. Fait que, on évalue les besoins, on compare avec ce qu'on a. D'accord? Puis, il faut aussi savoir que les besoins d'assurance vie peuvent bouger dans le temps. On peut se séparer, on peut se divorcer, on peut avoir des enfants, on peut adopter des enfants, toutes sortes d'événements qui peuvent se produire qui fait que peut-être qu'il faut ajuster, modifier, acheter ou se départir d'assurance. Juste vous dire, toutes les assurances fonctionnent pareil. Assurance vie, assurance de personne, je parle, puis même les assurances. Comment on fait pour débarquer d'une assurance vie temporaire 20 ans? Okay? J'ai pris l'assurance vie temporaire 20 ans, j'ai gagné la loto 1 million après 3 ans. Je n'ai plus besoin. Okay? Qu'est-ce que je fais? J'arrête de payer. Okay? Donc, c'est très facile de se désengager d'une assurance vie ou d'une assurance de personne. Tu arrêtes de payer les primes. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est usuel. Je ne suis pas après vous dire un truc subversif. C'est comme ça qu'on fait ça. On arrête de payer l'assurance de service. Mais ça, je vais revenir sur ce sujet-là là, parce que oui, vous allez voir, il y a un dilemme tantôt dans l'acétate, ou peut-être pas encore, je pense que c'est une question que vous pouvez vous poser. Je vous le dis tout de suite. Assurance vie temporaire, tu te rends compte avec le temps, tu n'en as plus besoin. Après une 20 ans, après 12 ans, tu te dis, ben non, on n'a plus besoin X, Y, Z raison. Tu arrêtes de payer. Là, je vais tout de suite mettre mon disclaimer. Faites jamais ça, on fait des calculs sur une assurance vie permanente. OK. Une assurance vie permanente, c'est une autre game, c'est une autre histoire. Là.
Ça se peut que tu dises, je n'ai pas vraiment besoin, mais où on est rendu dans l'histoire de l'assurance vie permanente, c'est un produit que je veux garder. Okay? Tu ne flashes pas une assurance vie permanente parce que tu n'as plus de besoin, puis l'assuré à 88 ans, là, tu ne dis pas, on va flasher mon assurance vie permanente. Marc a dit, j'ai pas de besoin, Assurance vie permanente, c'est une autre game. Okay? C'est une autre game, on va avoir un problème. J'ai tellement peur qu'on ne comprenne pas cette affaire-là que j'ai un problème là-dessus. Okay? Oui. Pour les assurances temporaires, comme vous dites, mettons, on l'a vu pour 20 ans, comme vous avez vu aujourd'hui. Est-ce que ceux qui sont vendus des assurances, est-ce qu'il y a des frais au fond que tu payes parce que tu annules ou c'est juste. Normalement, il y a toutes sortes de trucs possibles, mais en général, non. C'est juste des affaires de divulgation. Oui, tout à fait. Oui. Les personnes en mauvais santé, des fois, assureurs, que ce soit une assurance temporaire ou permanente, la seule chose, c'est de tourner vers une assurance de carte de crédit parce que généralement, il n'y a pas de formulaire à remplir. C'est peut-être une situation très astucieuse que je n'ai jamais pensé. Puis, c'est clair. Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est l'assurance. C'est sûr que ça ne parle pas des gros montants, on s'entend. Mais si tu peux aller chercher un 50 000, ça va aller chercher d'autres façons. Parce qu'il faut dire que par contre, il faut dire, quand je ne dis pas assurable, c'est pour les assurances normalement avec un certain gros capital. C'est quoi un gros capital? Ça va être peut-être 100 000, 150 000, 200 000. Mais tu sais, les assurances vie de 15 000, 20 000, 50 000, ça, je pense que tu peux les prendre sans aucun examen médical. On voit ça, évidemment, tu as déjà augmenté. Fait que j'imagine que ça reviendrait un peu à la même chose. Mais ça peut être intéressant. OK, donc c'est ça, je dis, les besoins vont changer. Fait que suivez la parade, suivez ça. Quand quelqu'un décède, vous êtes liquidateur testamentaire, on va en parler après l'intra, on va parler de l'impôt et décès. Assurez-vous qu'il y a de l'assurance vie ou pas. Là. Ça ne parle pas tout le temps pour trouver les sources, puis la piste, puis il doit y en avoir des gens qui décèdent, puis qu'on est obligé de réclamer l'assurance vie. Ça, c'est un autre sujet. Maladie grave. Ah non, mais je dis grave maladie dans le sens, si tu es gravement malade, il y a un réflexe des fois, quand on n'est pas trop informé de ça, on pense qu'on va prendre l'assurance, mais là, on oublie de dire, non, j'ai une industrie qui ne veut pas m'assurer. On va là pour perdre de l'argent. Bon, justement, je mets célibataire, c'est pour Amy, dans le sens que la question que tu as posée, je vais la faire par exemple. Tu arrives, tu vas à la caisse populaire, tu es tout seul, tu as 45 ans, tu n'as pas d'enfant, c'est pas dans tes plans d'avoir d'enfant ou de blonde, OK? Puis juste, vous allez prendre l'assurance hypothécaire, l'assurance hypothécaire. Si jamais vous décédez, l'hypothèque va se payer tout seul. Ça, moi, je trouve ça insultant. Quand présenter ça, là, c'est insulté. Eux, ils croient ça comme faire. Ils disent, oh non, c'est bon, ça, c'est bon. Mais tu vas dire que tu prends une assurance vie dans le cas comme ça. Fait que tu te poser la question, est-ce qu'on peut faire une assurance vie? L'exemple que je viens de te donner, zéro. Fait que si tu es célibataire, tu es responsable de personne financièrement, tu n'as pas besoin d'assurance vie. À la base, là, oui, là, ils vont rentrer par quelque part, les assureurs vont dire, ouais, mais t'es mieux peut-être, là, peut-être les célibataires, tu n'as pas d'enfant, ça va coûter moins cher d'assurer là, puis là, au moins, tu es assurable, fait que tu sécurises ton assurabilité. Tu sais, à un moment donné, là, ça fait pas mal de degrés de précaution pour se rendre jusque-là. Fait que, plus ou moins d'accord, mais faire attention, à discuter, à réfléchir, à penser, hein, à penser. Oui, je me demandais, c'est peut-être pas comparable au même niveau, mais c'est quoi l'avantage financier dans une assurance vie versus un RRQ que quand tu décèdes, il y a aussi une portion de rente qui est versée à tes enfants et tes conjoints, par exemple. Est-ce qu'il y a une comparaison où ça devient plus avantageux? Ben, c'est intéressant. Ce que je retiens, Kevin, c'est vrai, il parle avec le RQ. Est-ce que ça ne couvre pas une partie du besoin d'assurance vie? Tout à fait. Pour les couples, mettons que ton besoin, c'est en couple, peu importe la raison. Peut-être parce que ça se peut qu'un couple qui n'a pas d'enfant a besoin d'assurance vie parce qu'un gagne un gros revenu, l'autre ne gagne pas de revenu, puis on aimerait garder le même genre de train de vie. C'est celui qui a le gros revenu décède. Ça se peut. Mais dans le calcul, il faut que tu considères ce que Kevin dit. Il y a dans le RQ une portion qui va se transférer. Pas, ça peut jusqu'à 60 du RQ de celui qui faisait le plus va aller vers celui qui en avait le moins. Okay? Fait que faut l'intégrer dans les calculs. L'histoire de la RQ pour les enfants, il faut faire attention, c'est la rente aux orphelins. Il faut que les parents
c'est-à-dire pour les enfants avec moins de 18 ans, là, quand ils reçoivent ça, mais tu as raison, l'assurance vie, c'est dans la regarde avec. Mais c'est des petits montants, ça. Fait que, oui, mais techniquement, vraiment, la réponse courte, on tiendrait compte de ça. Pas à l'examen, pas dans le cours ici, mais ton réflexe, c'est bon. D'accord. OK. Question pour vous ou pas question, plutôt constatation. Un autre cas d'assurance vie, là, ici. D'accord? Donc, le principe de base, c'est un coût, c'est pas un investissement. Je vous en fais une autre preuve, OK? C'est variation sur le même terme. Alors, j'ai ici une assurance vie de 100 000, achetée à 54 ans, avec des primes futures fixées. Donc, les primes, on les annonce d'avance. Les primes, c'est ce qu'on paye pour être assuré. Les prestations, c'est ce qu'on reçoit s'il y a un décès. Ça va? Donc, il y a toutes sortes de formes. Il y a des primes qui sont fixées d'avance, d'autres ne sont pas fixées d'avance. Certaines, on paye tout au début, on ne paye plus à la fin. Tu sais, toutes sortes de façons de vous présenter ça. Mais vous êtes des machines de calcul, de mathématiques financières. Là, okay? Vous ne pouvez pas avoir avec ces histoires-là. Fait que regardez la table ici, qui est une table réelle. Fait que le coût annuel à 54 ans, lorsque cette personne-là décide de s'assurer, c'est 320 $. Évidemment, le risque augmente à chaque année, fait que le coût augmente. Alors, est-ce que ça vaut la peine de prendre ce genre d'assurance-là si je n'ai pas de besoin? Donc, ramenez ça comme un placement. Je n'ai pas besoin, mais je pense que c'est un bon placement. OK, faites tes calculs. Là, moi, j'ai pris un Excel, j'ai pris tous ces flux monétaires-là, 320, 327, 359, je les ai tous pris. Je l'ai fait décéder à 87 parce qu'à 54 ans, c'est à peu près. Ça, c'est une espérance de vie. Okay, c'est pas grave si tu prends 85 ou 86, 84. Bon, 87, il est rendu à 87, il paye 9016. Comprenez que ça, c'est une assurance vie permanente. Comprenez? Ça, c'est une assurance vie permanente. Okay? Tu payes, tu es assuré, je ne paye plus, tu n'es pas assuré. Mais tant que tu payes, tu vas être assuré, puis si tu payes jusqu'au décès, tu vas recevoir du capital de décès. Okay? Fait que c'est pas pareil comme c'est pas un bébé qui a 70 temporaire. Fait qu'ici, mon calcul sur 34 ans, à 4 ça donnait 135 000 dans un CELI. C'est tout le temps comme ça que, tu sais, quand tu veux le voir comme un placement. Pas si c'est un besoin. Si c'est un besoin, je le prends. Tu prends juste le produit le moins cher. OK? Mais si tu veux le voir comme un placement, donc tu n'en as pas besoin d'assurance vie, tu penses que c'est la 7e merveille du monde, fais tes calculs. Voilà. Fait que là, tu sais, si tu le mets à 6 ça ne prend pas de temps pour 135 000, là, je peux ça donne, là, mais il doit chuter à 280 000 d'après moi. Okay? Fait que, font de l'argent. Compagnie d'assurance font de l'argent. Fait que si tu meurs à la probabilité que tu étais supposé de mourir, tu as perdu. Tu couvres le risque des écarts types, je décède beaucoup trop tôt. Ma capacité de revenu est affectée pour tout un ensemble de gens qui dépendent de moi. C'est ça l'histoire. Fait que faites attention aux petits trucs, là, 20 petites primes, okay, 20 $ par mois, pour un gros chiffre de couverture, 100 000. Faites vos calculs. Faites vos calculs. Donc, magasiner, bonne chance, fait que c'est ça. Tu sais, magasiner, c'est un peu compliqué, il faut le faire, mais les assureurs vous présentent ça sous toutes sortes de formes. Déjà, je vous ai envoyé des courbes, là. Je vous envoie des courbes. Fait que, ici, un autre exemple, une assurance vie entière. Donc, une assurance vie qu'on appelle permanente. 250 000 de protection, femme de 40 ans. Ça aussi, c'est des vrais chiffres. J'avais fait un petit magasinage de même pour l'exemple. Je peux être couvert. Je peux couvrir. Cette dame-là peut être couverte. Quelqu'un peut couvrir sur sa tête. Vous comprenez, il y a trois joueurs là-dedans dans l'assurance vie. Tu as l'assuré, c'est celui qui doit décéder pour déclencher le paiement. Okay? Tu as le propriétaire, c'est celui qui paye. Souvent, l'assuré, tu payes, c'est le même. Okay? Puis, tu as le bénéficiaire, c'est ça que tu vas être là, le bénéficiaire, celui qui reçoit le cash, suite au décès. Donc, une des couvertures, ce serait 1 376 par année, jusqu'à la fin, jusqu'au décès, jusqu'à temps que tu abandonnes, tu lâches, OK? 3 000 par année ou 15 000 par année. Fait que quand je vous montre ça, je veux dire, évidemment, le 1 376 est petit. La seule affaire, c'est que, alors, je n'ai même pas fait de calcul, je l'ai fait assez, mais c'est juste de vous dire que arrêtez-vous pas à ce premier chiffre-là, parce qu'évidemment, le 15 000, c'est peut-être que tu le payes pendant 6 ans, l'autre, tu le payes pendant 10 ans, puis l'autre, tu le payes jusqu'au décès. Tu sais, on vient de faire ces gens. C'est pour ça que c'est compliqué, mais en même temps, tu sais, pas qu'on peut calculer, là, qu'on sait que c'est un coût d'opportunité. On peut le calculer. On voit quelle est la proposition de la prétention. OK, les assurances de personnes, les primes sont payées du vivant. Les prestations sont versées du vivant. Ça dépend quel genre d'assurance. Si c'est une assurance invalidité,
Ça, c'est un synonyme, OK? Quand je vais dire assurance invalidité, assurance salaire, ça va être la même chose. C'est la même chose. L'assurance maladie grave, ça aussi, la personne n'est pas décédée. Au contraire, si elle est décédée, tu n'as pas le droit. Si tu ne survis pas 30 jours à ton diagnostic, si c'est une assurance maladie grave, tu n'as pas de capital d'assurance maladie grave. Donc, il faut être du vivant. Et l'assurance de personnes, l'assurance santé typique que vous connaissez tous, bien évidemment, il faut être vivant pour en bénéficier également. Alors que quand on est dans la question, évidemment, on le sait, mais c'est juste qu'il faut se le rappeler quand même. Quand on parle d'assurance vie, bien là, c'est le décès qui provoque la chose. Fait que tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour les autres. Okay? Tu n'es pas à la même zone que l'assurance qui sont payées du vivant. Okay? C'est un constat de base, mais c'est un constat qu'il ne faut pas oublier, oui, Kevin. Mais la mort, ça ne t'empêche pas justement de pouvoir travailler et d'accumuler un salaire. Pardon? Oui. La prestation pour les invalidité. Oui. Techniquement, ça t'empêche quand même d'accumuler un salaire pour ta famille. Donc, est-ce que ça fonctionne même si tu meurs? Non, c'est ça, c'est une bonne question. Il faut bien distinguer ça. C'est une des choses les plus importantes pour moi. Puis, je vous en demande beaucoup, j'avoue. S'il vous plaît, c'est correct, vous êtes une classe extraordinaire en passant. Je ne vous ai pas assez remercié et félicité. Je vais envoyer comme le pot, ça va bien l'affaire du téléphone, de ne pas le prendre. Ça crée vraiment quelque chose de possible. Je crois vraiment, tu l'avais fait au début. Vous le tenez en grande partie. Là, il y en a qui ont commencé à le regarder plus. Laissez-le de côté. Je vous le dis, vous allez être gagnant, vous allez être gagnant. Et allez chercher votre dopamine à la pause. Mais j'apprécie vraiment la classe, honnêtement. Merci. Fait que c'est ça, je vais vouloir vraiment être capable de distinguer. C'est pas la même affaire. Kevin me fait penser à ça. C'est pas le même risque. Je prends de l'assurance vie, je prends de l'assurance invalidité, je prends de l'assurance maladie grave. C'est pas, ça coûte. Les gens peuvent être mêlés, puis à un moment donné, ils pensent que l'un remplace l'autre, mais c'est pas au même niveau, c'est pas la même chose. Okay? Je vais essayer d'être clair là-dessus quand je vais en parler. Donc, justement, l'assurance salaire, très rapidement, puis là, je vous donne juste les grandes lignes, je ne parle pas là, des détails, il y a des trucs de fiscalité un peu pointus qui ne sont pas importants pour les fins du cours. Mais l'assurance salaire invalidité, si j'avais à choisir, okay, c'est un peu drastique ce que je vais dire. Si j'avais à choisir, puis Kevin vient d'en glisser un mot, si j'avais à choisir entre l'assurance vie et l'assurance invalidité, je pense que je suis obligé de prendre l'assurance invalidité avant. OK, si j'avais à choisir. Parce que le risque d'assurance invalidité, il est énorme. Tu es un prof, par exemple, tu es un prof, université, tu es un doctorat, quand ça travaille à 35 ans. Okay? Disons que tu fais 100 000 en moyenne par année. Okay? 100 000 Puis à 35 ans et 6 mois, tu te rends compte que tu as une dépression incurable, puis tu ne pourras plus jamais enseigner et être prof. OK? Est-ce que les assurances vont payer jusqu'à 65 ans? Un peu, laisse-moi calculer. 30 ans, de 35 à 65, on paye 100 000 ou 80 de 100 000, peu importe, juste pour faire des chiffres, mettons 100 000. Vas-tu payer 3 millions sur 30 ans? Okay. C'est ça de l'assurance invalidité. Encore une fois, c'est le worst case scenario. Ils ne sont pas tous du même niveau, les assurances invalidité. Il y en a qui te plâchent après 5 ans. Okay? Okay? C'est ça, il faut que tu le saches. D'abord, ce n'est pas qu'ils te plâchent dans le sens que décident de faire faillite ou ils disent on est tanné. C'est dans le contrôle des genres d'assurance invalidité. Mais je veux juste faire réaliser, l'assurance invalidité, c'est c'est énorme comme risque. Parce que, tant qu'à rajouter, c'est que ça peut être une grosse période de perte de revenus. Puis en plus, là, c'est un peu macabre quand je veux dire, tu es encore un vecteur de coût, là. Tu es encore là. Tandis que si tu es décédé, au moins, il y a un peu de coût qui est plus là. C'est boiteux, je le sais, mais c'est juste pédagogique que je vous explique cette affaire-là. Fait que, s'il y a un petit ordre à donner, mais l'idéal, c'est les deux, là, on s'entend. Si tu as besoin d'assurance vie, tu en prends. Assurance invalidité, tout le monde en a besoin, il en prend assurance salaire. Des fois, c'est fourni avec l'employeur. Des fois, plus souvent, c'est cotisation employeur, cotisation employeur. Pensez-vous que ça coûte cher, ça? Ça coûte extrêmement cher, l'assurance invalidité, assurance salaire. Mais je pense que c'est le plus important. Donc, c'est ça que je voulais dire ça. Donc, on paye des primes, employeur-employé, puis si tu es en arrêt de travail, peu importe les raisons, tu n'es pas obligé d'être sur ton lieu de travail, là, parce que tu peux t'avoir cassé la jambe en ski, puis tu ne peux pas travailler pendant 6 mois, là. On va payer ton salaire, puis là, des fois, c'est à 80 %, des fois, c'est à 70 %, des fois, c'est imposable, des fois, c'est pas imposable, ça dépend.
qui va payer les primes, mais je ne veux pas aller dans le détail de ça, c'est très technique, mais c'est intéressant, c'est important à savoir pour vous éventuellement. Savoir est-ce que l'assurance investie qui est payée, la prestation, c'est composable. C'est un sujet. Oui, Kevin. Je ne me souviens plus si c'est raconté dans la lecture que vous nous avez passée, mais est-ce qu'il m'est possible de prendre une assurance invalidité quand je sais en avance que je risque d'être invalide, genre je suis en dépression, donc je vais aller m'en chercher une pour que je puisse prendre un congé? C'est sûr que tout ça n'est pas possible, pas possible, c'est pas le bon terme, c'est pas supposé. Et donc, tel quel, c'est pas. Mais est-ce qu'il y a comme la stratégie possible? Puis ça peut être moi, je pense que ça peut être de bonne guerre, on va d'en sauver sa peau, peut-être. Là. Donc, ce que je veux dire, c'est disons que. Non, c'est une bonne question, Kevin. C'est pas facile à répondre, là, parce que je ne suis pas aussi legit réglementairement. Non, mais pour de vrai, dans la vraie vie, tu sais, tu as des problèmes de santé mentale. Pour l'instant, ça ne t'a jamais arrêté pour le travail. Tu es avec un employeur, excusez-moi, qui n'offre pas d'assurance invalidité, puis tu as une valeur sur le marché, puis tu pourrais très facilement te trouver un employeur où il y a l'assurance invalidité. C'est tout à fait de bonne guerre, il faut que j'aille dire ça, c'est un bon point, Kevin, de quitter cet emploi-là pour trouver un autre emploi avec une évite du monde faire ça. Bon. Moi, je réponds. Eh bien. Enregistré. Oui. Par rapport à ça, tu changes d'employeur et que l'assurance invalidité, mais sinon, il n'y a pas un délai où est-ce que si tu déclares malade, invalide dans les 30 premiers jours, ça passe. Absolument, oui, il y a toujours un délai. Oui. Il y a tu risques d'avoir un red flag, d'être flagué peut-être. Oui. Mais la seule affaire, tu sais, c'est un sujet là, qui va vraiment au-delà de ce que j'ai préparé et ce que je connais en détail. Mais je réfléchis. C'est sûr que c'est très, très, très sensible, l'assurabilité de l'assurance invalidité. Ce que je veux dire sensible dans le sens de protéger l'employé. Okay? Fait que c'est pas comme l'assurance vie, tu n'es pas en santé, garde, tu n'es pas assurable. On n'a pas vraiment, avant de dire à quelqu'un que tu n'es pas assurable au niveau de l'assurance invalidité, il faut peut-être faire des bourses importantes, pas juste que tu as une santé fragile. Ce n'est pas la même partie que l'assurance. Je ne connais pas tous les détails, mais je peux dire qu'il y a une différence. OK, c'est correct, ça, on passe, là. Je vais m'assurer de voir les étapes les plus importantes. OK, assurance maladie grave, ça, c'est important, c'est nouveau. Quand je dis c'est nouveau, relativement nouveau. C'est à moins de 20 ans, ce produit-là. Très important, c'est de la priorisation. Est-ce que tu as vraiment besoin d'assurance maladie grave? Posez-vous la question. Parce que l'assureur, lui, va vous convaincre que oui, il en a besoin. OK? Mais comprenez ce que ça veut dire, l'assurance maladie grave dans la pyramide là, de tes besoins. OK? L'assurance maladie grave, c'est que tu payes une prime pour être couvert, puis si tu es diagnostiqué avec un des 17 ou 40 maladies, là, ça dépend d'une sorte de couverture, différents programmes, différents produits. Il y en a, c'est 17 maladies, cancer, n'importe, AVC, diabète, des complications. Bref, si tu tombes dans le diagnostic et tu survis 30 jours à ton diagnostic, tu vas récolter ton capital sur lequel tu t'es assuré. 100 000, 150 000, 200 000. OK. Pourquoi? C'est quoi ton besoin? Hein? C'est le besoin temporaire, parce que sinon, tu vas aller placer ça ailleurs, tu vas aller placer ailleurs. Fait que ton besoin, dans ce cas-ci, le plus premier niveau, c'est de dire, ben, je veux avoir un maximum d'argent pour avoir les meilleurs soins possibles pour soigner mon cancer, puis je vais aller à Johns Hopkins, à Baltimore, puis ça va coûter 500 000, puis je vais avoir l'argent pour faire ça. OK? Ça, c'est comme, OK, c'est ça. L'autre, plus par la banque, c'est plus de dire, sur une maladie grave, je le prends sur la tête de mes jeunes enfants, parce que si mes jeunes enfants ont malheureusement cette maladie-là, moi, ça va me demander de délaisser mon travail, donc mes revenus vont en souffrir pour m'occuper de mes enfants. Donc, ça, c'est comme l'autre niveau. Mais là, hey, tu sais, la vie, c'est un risque. OK? Fait que ce que je veux dire, c'est que, OK, tu veux de l'assurance maladie grave? OK, mais, tu sais, pas à la place d'un besoin d'assurance vie, pas à la place d'assurance invalidité, pas à la place du régime enregistré épargne-études, pas à la place du CELIAP de ton enfant de 20 ans. Tu sais, vous comprenez, c'est comme dans la pyramide, là, ça descend. Il faut se poser ces questions-là, sinon ils vont vous convaincre que c'est une bonne chose.
Parce qu'oubliez pas, là, si vous dites, ah, mais l'hérédité fait que mes enfants ont un gros risque d'avoir cette maladie-là, ah, mais tu ne seras pas assurable. Vous comprenez, c'est comme, il y a toujours juste les bons sujets. Là. Okay? Fait que c'est vraiment pas ma préférée, là, vous avez compris. Fait que soyez conscients, oui, vous avez le droit. Mais vous comprenez que ce soit au même niveau, là, au même niveau. C'est ça que je veux vraiment vous faire comprendre. Les niveaux, là. Assurance santé, vous savez. Okay? Donc, ça va pour ça. Assurance santé, vous savez c'est quoi? Assurance vie entière, on a autre chose. OK, c'est ça. Assurance vie permanente. Okay? Le dilemme de l'assurance vie permanente. Valeur de rachat et le dilemme. OK, donc je vais vous donner un petit peu de temps, 5 minutes, pour faire un petit problème. Mais juste avant ça, je vais juste expliquer l'assurance vie permanente, un volet que je ne vous ai pas expliqué. OK? OK, l'assurance vie permanente, c'est qu'on s'entend qu'un assureur, puis on garantit au décès de l'assuré un capital X. Disons 500 000. Si la personne assurée décède, on va payer 500 000 au bénéficiaire. Pour avoir cette assurance-là, ce produit-là, il faut payer des primes. On va établir des primes. Ça, vous le savez déjà, on a déjà parlé. OK? Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on peut arrêter de prendre l'assurance, mettre un terme à l'assurance permanente. Ça, vous le savez. OK? J'arrête de payer. Mais il y a aussi une valeur de rachat. On va te payer une valeur de rachat. L'assureur va te donner. L'assureur va être tellement content que tu lâches l'assurance vie, il va te donner de l'argent. C'est clair? Donc, il va vous donner ce qu'on appelle une valeur de rachat. D'accord? Donc là, il y a comme un calcul à faire. Et donc, je répète, si tu as une assurance vie permanente, tu as payé beaucoup de primes, tu décides de laisser tomber l'assurance vie permanente, parce qu'il y a de l'analyse à faire, je ne dis pas de faire ça automatiquement, pas du tout. Faites vos calculs. Okay? Vous abandonnez, vous mettez un terme à l'assurance vie permanente, il y a une valeur de rachat qui augmente à chaque année, évidemment, mais qui n'est pas du même niveau que le capital d'essai. Pensez-vous pas que c'est la même, on s'en va vers le capital d'essai, ce n'est pas du même niveau. Ça, c'est un montant que tu peux obtenir sur un terme. Parce que je le redis, l'assureur est content de vous laisser de pouvoir partir. Vous avez tout payé dans le bar, puis il n'y a rien qui se paye. Mais faites attention là, au pertinent. Là. Le pertinent, là, c'est pas. Le passé n'est pas pertinent. OK? Donc, voilà. 5 minutes pour travailler là-dessus. Là, je vais quand même réchauffer. Là. Vous devez bien faire des avances de calcul. Donc, vous commencez à être habitué pour débloquer vos calculs. Faites-le mourir. Faites-la mourir. Donc, vous la faites mourir. Vous faites comme si vous laissez tomber l'assurance, puis vous donnez du rendement au déboursé que vous avez maintenant en votre poste. Et vous comparez avec le partenaire. On va faire mourir le gars.
Bon, c'est-à-dire que si tu n'as pas le choix de faire un analyse, tout le temps des dizaines, entends? Il n'y a pas une réponse là-dessus. Il y a un gambling, évidemment, c'est pas grave. Moi, dans mon exemple, faire de la thermomètre à 90 ans, je suis sûr C'est quoi la question déjà? C'est de savoir c'est quoi le. Est-ce qu'il devrait laisser tomber l'assurance ou pas? Ah, OK. C'est ça la question. Ouais, c'est vrai, la question n'est même pas posée. Ouais, excusez. J'ai une question. Oui. Puis justement, comme ça fait longtemps, le fait d'avoir des enfants mais est-ce qu'il y a une certaine plus-value le fait que malgré la personne l'enfant dans une puis que les parents ont encore la vie, est-ce qu'il y a une certaine plus-value à ça? Le mot rien, c'est pas comme si c'est pas rien. Est-ce que c'est le bon? C'est tout le temps ça, parce que c'est le bon. Permanente. Et là, c'est dans les assurances permanentes que le vrai dilemme se pose. Au temporaire, c'est super simple, avoir de la cloche. Mais là, ça comprend. Tu comprends? C'est dur mentalement aussi, le jeu de l'assurance. C'est temporaire, tu sais. Je veux dire, théoriquement, comme je te dis, après 10 ans, tu as mes calculs, plus besoin. Tu fais 20 ans, là, tu la laisses tomber, puis là, mais personne meurt. La 11e année, tu comprends, il y a ça. Il y a un risque, si tu l'as gardé, si tu la gardes, tu ne vas pas payer le capital. Placé. Il y a tout le temps. Ça, c'est dur à voir. Fait que ça, c'est la vraie question que les gens sont pris avec. Une assurance permanente. Là, ta cloche, tout là où ta cloche. Ça, c'est ça. Même la réponse qu'on va se donner, là, il y a un risque de base. C'est un pari que tu. Même si tu n'aimes pas les paris, tu as eu des paris, il y a un pari. C'est ça qu'on va voir. J'aurais une question à vous poser. Ouais. Parce que là, moi, j'ai fait un petit calcul, puis j'aimerais savoir si j'avais peut-être la bonne logique. Je vais tantôt quand pause, OK? OK. Parce que je vais vous poser la question de Camille, je veux. J'ai le temps pour la question. OK, je vous pose la question en chaos. Dans le fond, c'est de garder ou de laisser tomber l'assurance. De ne pas poser la question. Selon vos calculs, dans la vraie vie, c'est dur ces questions-là. C'est très difficile. On n'a pas parti le chaos. Moi, j'ai ma réponse. Je suis curieux de savoir si c'est la bonne. C'est quoi tu vas répondre? Tu as lâché, regardez. Je vais répondre de la garder. Oh mon Dieu. OK. Donc, on garde pas. L'assurance de madame, payée par Nicolas, son garçon. Des questions déchirantes, je vous le dis. Mais c'est pas un peu weird de dire que dans ce scénario-là, est-ce que je garde l'assurance sur la tête de ma mère parce que je veux l'argent? C'est pas un peu weird de penser de même? Non, là, on peut le regarder dénué de sentiments, c'est financier. Ta décision ne fera pas mourir ta mère plus vite ou plus tard.
Ah, parce que je le sais que moi, si je ferais ça à ma mère, c'est genre mon petit Boswell. Ah oui, c'est ça. Rationnellement. OK. On va passer moitié. C'est normal, c'est normal. Il n'y a pas de temps. Je vais juste montrer la démarche. Ce qui est important, une question comme ça d'examen, ce n'est pas la réponse ultime. Là. Oui, je veux que vous concluez, ça oui, mais ce n'est pas comme si la réponse est facile. Mais je veux que vous soyez appuyé par une démarche scientifique, là, financière. Vous comprenez? Faites-moi un calcul, faites-moi pas juste un feeling. Okay? Fait que, comment on calcule ça, une situation comme ça? Ça ressemblait, là, les questions d'ARQ, quel âge prendre l'ARQ, tout ça, c'est un pari que tu le souhaites ou pas. Bien, des gens ne veulent pas voir ça comme un pari. J'ai compris. C'est vraiment différent. Moi aussi, seulement à cette place-là. Là. Donc, Nicolas est âgé de 30 ans, c'est lui qui est propriétaire, c'est lui qui paye les primes. C'est une vie permanente, c'est sur la tête de sa mère, elle a 70 ans. Les primes annuelles sont de 5 000, ils vont demeurer 5 000 jusqu'à son décès ou jusqu'à temps qu'on lâche. On laisse tomber l'assurance. Ces primes seront les mêmes jusqu'à la mort maintenant, ou au moment où il annulera l'assurance. La capitale d'essai, c'est 250 000. Donc, si elle décède de sa mère, c'est 250 000 que Nicolas va recevoir. La valeur actuelle de rachat, donc, je vous l'expliquais tantôt, la valeur de rachat, c'est si on laisse tomber le produit, l'assureur ne vous donne pas 250 000, il vous donne 60 000 dans ce cas-ci. Okay? Donc, ça fait partie de vos paramètres de calcul. Si je laisse tomber l'assurance, je reçois 60 000 et je reçois 5 000 à chaque année que je peux placer, comparativement à si je regarde. Vous comprenez? C'est tout le temps cette twist-là de coût d'opportunité. Et le 5 000 que Nicolas plaçait dans l'assurance vie, il ne va pas la placer ailleurs. Je vais faire un calcul sur mon espérance de vie, je vais voir si ça dépasse 250 000, oui ou non. Ça, c'est rationnel. Émotivement, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est un pari dans un bord ou de l'autre. Puis c'est serré, ça va être assez serré. Les primes déjà payées, tout le monde l'a compris, 140 000, thèse, à part d'être psychologiquement nous affecter, c'est pas vrai de nous affecter dans le calcul. C'est du passé. Ça n'a aucun rapport. Mais ça, les gens y pensent pareil un peu, là, mais ça n'a pas bien changé dans ton calcul. Des coûts non pertinents de ça en comptabilité de management. OK, donc, comment on fait pour répondre? Tu es obligé de mettre des hypothèses. Deux hypothèses. À quel âge la personne assurée va décéder? Tu mets un âge qui est raisonnable par rapport à ce qu'on a appris, ses probabilités de survie. OK? Puis, il faut donner un rendement à cet argent-là que je placerais, que Nicolas placerait, s'il ne gardait pas l'assurance vie. C'est la même affaire de tantôt. Fait que les hypothèses, moi, c'est que je dis, selon je vais laisser à 90 ans. Bah, non, pas du tout. On les a vus. Probabilité de survie, là, quand on faisait le calcul de la RQ, une femme qui a déjà 70 ans, là, est sûrement rendue à 90 ans, peut-être même 91 ans, peut-être même 92 ans de probabilité de survie. Fait mon 90, il est raisonnable. Là, c'est sûr qu'elle était assurable au début quand elle a pris ça, je ne sais pas pourquoi, quand elle avait 42 ans. Là, c'est pertinent de savoir être en santé. Okay. Évidemment, je n'en parle pas, je ne veux pas qu'on joue au médecin, mais disons que c'est neutre. Disons qu'elle a une bonne santé. Okay. Que je ne peux pas faire tilter la balance d'un bord ou de l'autre par rapport à sa santé. Fait que je vais rationnellement, je vais la faire décéder à 90 ans, puis je donne un rendement de 6 Marche, je ne sais pas, c'est quoi ça, 6 Elle a 70 ans. Non, ce n'est pas elle qui est en jeu par rapport au placement. L'argent de 5 000 qui va être disponible, de 60 000 qui va être disponible, c'est qui le place? C'est Nicolas. Nicolas, lui, il a quoi? Il a 30 ans dans l'histoire. OK. Bingo! On peut placer long horizon, fonds de croissance, 6-7 Vous comprenez? Il pas foutre 2 là. Parfait. Donc, vous faites vos calculs. Vous faites vos calculs. Une valeur actuelle de 60 000. Je reçois, Nicolas reçoit 60 000 parce qu'il annule. Faites le scénario d'annule. Okay? Il reçoit 60 000. Pendant 20 ans, il va pouvoir placer aussi 5 000. Les primes qu'il n'aura pas à payer. Ça donne une valeur future de combien? À 6 376 356. OK? Comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je fais un calcul de même avec ces hypothèses-là, vous ne pouvez pas conclure on garde l'assurance vie. Et vous ne pouvez pas le conclure, à moins de me raconter vraiment une belle histoire qui va me toucher. OK? Ça vous prend une belle histoire. Ça vous prend une méchante histoire. Vous suivez? Parce que le chiffre rationnel donne 376. Je le compare avec 250 000. OK? Bon, une fois que j'ai dit, je fais mon brave en avant, là, puis je fais, c'est facile, je fais des calculs.
Ça, là, j'aimerais pas savoir cette décision-là à prendre. Parce que la conclusion aussi, c'est laisser tomber. Vous vous souvenez? Vous imaginez évidemment que je laisse tomber, puis la mère, elle meurt 3 ans après. C'est pas eux, là. 70 ans. C'est tough. OK? Tu sais, ça revient au RQ, ça revient à la question du RQ. C'est des vrais dilemmes. Okay? Des vrais dilemmes comportementaux. Mais rationnellement, basé juste sur le rationnel, les probabilités, puis si tu regardes la carte d'un bord, il faut que tu regardes la carte de l'autre bord, okay, de ne pas avoir abandonné l'assurance alors que tu aurais dû l'abandonner, c'est aussi une perte possible. Ben, c'est quelque chose. Bon? OK. Vous avez 5 minutes, pour ça. Je vais garder 5 minutes juste pour glisser un petit mot sur l'assurance vie universelle. Oh, ouais. Non, OK, l'assurance vie universelle. OK, assurance vie universelle, juste vous le dire de même, là, OK? Ça, effectivement, c'est un placement. Okay? C'est une assurance vie qui a un bout de placement. Juste vous dire, ça devrait vous intéresser seulement si tout est plein. Tous vos abris fiscaux sont pleins. Là, vous pouvez explorer ça. Parce que quand vous payez une prime, vous couvrez un risque de décès, mais il y a un bout que c'est du placement aussi. Donc, 2 choses peuvent arriver. Soit votre capital d'essai augmente tout le temps, soit votre capital d'essai reste pareil, mais vos primes baissent tout le temps parce que du rendement qui vient payer vos primes. OK. Pas grave, c'est pas à l'examen, c'est pas un cours là-dessus. Ça n'a jamais été mon intention. Fait que 2 minutes, je viens de vous dire. Mais l'assurance vie hypothécaire, c'est important. Okay? Vous n'avez entendu parler, je veux juste vous le redire. OK? Puis on va en parler tantôt dans le MISA. Juste vous dire, les institutions financières nous attachent, ou à peu près, avec cette idée-là. OK? Vous dites, vous achetez une maison, vous prenez une hypothèque, on va t'offrir un produit qui s'appelle l'assurance vie hypothécaire. Ce que ça veut dire, c'est que si un des conjoints décède, propriétaire de la maison, on va annuler l'hypothèque, puis on va rembourser l'hypothèque. L'institution financière va annuler l'hypothèque. Ça va? Donc, premier coup d'œil, ça ressemble à quoi ça? Une assurance vie hypothécaire, quand tu la contractes au tout début, ça ressemble à quoi? Moi, j'ai une question par rapport à vous dites que si tu as un conjoint mort, l'hypothèque est. Oui. Est-ce qu'il y a des renouvellements, mettons, il y a un bracket qui est fait, est-ce que l'assurance augmente? Tu veux dire, si tu fais réaugmenter ton hypothèque par une marge de crédit hypothécaire, maintenant? Mettons que tu as 100 000, que tu en as payé, et là, tu te dis, je vais mettre mon bateau dedans, puis dans l'aventure de l'âme, puis peu importe la raison, je vais augmenter le prix hypothécaire. OK. Là, c'est très pointu. Moi, j'ai 2 angles de réponse. C'est sûr que là, c'est parce que tu m'as dit bateau, là, c'est là que j'hésite. Okay? Mais mettons que c'est toiture, mettons que c'est par rapport à une hypothèque des blocages. D'après moi, c'est couvert parce que ton coût d'assurance, il y a un coût, hein, je l'apprends, il y a un coût d'assurance hypothécaire là-dedans, il est sur ton emprunt, fait que, il est dedans, tu le payes. Mais même si ça a été augmenté, est-ce que le montant que tu payes va augmenter? C'est un taux. OK, l'assurance hypothécaire, c'est un taux, c'est pas un chiffre. Fait que, ben, ça revient au moins, mais c'est pour ça que je te dis qu'il y a probablement que ça l'englobe. Parce que disons que tu as une assurance vie, tu as une hypothèque de 4 mais quand tu le décortiques, tu avais, par exemple, 3,4 de vraie hypothèque, puis 0,6 pour payer ton assurance vie hypothécaire. C'est pour ça que je dis que ça devrait suivre l'histoire. Oui. Mais en cas de décès du conjoint, oui. Puis là, on prend l'assurance vie hypothécaire, oui. Mais que là, la personne qui est encore en vie se remarie, puis oui. Ils ont une nouvelle propriétaire, peux-tu prendre une autre assurance hypothécaire? Il n'y a pas de limite parce qu'ils font tellement d'argent avec ça, ils vont t'accueillir à bras ouverts. Envoie 5 ans des assurances hypothécaires, c'est de la scrap. C'est de la scrap cette affaire-là. Oui, ils vont vouloir. C'est de la scrap. Fait que là, je continue pourquoi c'est de la scrap. OK. Donc, ça ressemble à quoi ça, une assurance vie hypothécaire dans ce qu'on vient de voir? Ça ressemble à quoi? Assurance vie temporaire ou permanente? Temporaire. Temporaire combien d'années? 25. 25 ans. Parce qu'une hypothèque, c'est 25. OK, on est à bonne place. C'est une T25. C'est une T25 que le capital, qu'est-ce qu'il fait le capital? L'assurance d'essai? Il passe de 250 000 à vers 0. Hey, c'est la scrap, ça, je suis. C'est une T25 égale à mon hypothèque, mais mon hypothèque va décliner, fait que mon capital descend toujours. Faites-vous le calcul, si tu prenais auprès d'une institution financière, pas une institution financière, une institution financière, pas par rapport à ton prêt, là, des
des courtiers en assurance, puis tu prends une assurance vie temporaire, d'accord, 25 ans, sur le même capital qui était ton hypothèque au début, ce serait moins cher. Ça, c'est clair. Ce serait moins cher. Parce que l'autre est camouflé, caché. OK? Donc, ce serait moins cher. Puis en plus, il reste toujours à 300 000. Fait que c'est la pire invention, ça, l'assurance vie. Tu vas après dire que ça ne parle pas d'assurance vie. Vous en avez besoin. Puis si vous en avez besoin, refusez l'institution financière, puis allez vous en acheter une qui est 25. C'est ça. C'est ça l'histoire. Oui. Est-ce que l'assurance hypothécaire, vous dites qu'elle est comme l'assurance vie temporaire? Est-ce que ça veut dire que comme l'assurance vie temporaire, je peux décider d'arrêter de payer, ça va s'annuler tout seul? Ou... Je pense que à vérifier, je pense que Donc, est-ce que ça serait une stratégie d'une fois de temps en temps l'annuler puis de reprendre une nouvelle? Non, de baisser le prix? parce que là, Kevin, quand tu dis j'apprends, je l'annule, j'apprends, tu sors de c'est quoi une assurance vie? Une assurance vie, c'est un besoin. Puis ça, tu as un besoin, c'est du worst case scenario. Là, tu ne joues pas avec le worst case scenario. Tu ne sais pas quand est-ce que le décès peut se passer, mais tu ne fais pas, j'ai une chance sur deux que ça rentre dans la bonne saison. C'est contre nature par rapport à l'assurance. OK, c'est bon. Oui, tout à fait. Oui. Oui, c'est possible de dire que 60 000, je suis à 30 000. OK. Puis la prime à la fin, ce sera pas 250. Ah, OK. Non, tu ne peux pas définir le contrat. Okay. Voilà. Bon. OK. Excellent. Merci de vos questions. Ça fait une petite course, j'adore. Et puis, on prend une petite pause, 15 minutes. On prend la blanchine de quelqu'un qui est assez. Merci, Kevin. Merci, Kevin. J'aurais dû répondre à ta question. OK, donc, ça va, mais de toute façon, c'est comme un peu d'introduction. Alors, allons-y avec l'analyse des besoins. On sait que le couple a 3 enfants, des jumeaux de 6 ans, donc un besoin d'assurance vie temporaire. Puis Laurence, qui a 2 ans, qui est handicapée, qui ne pourra jamais générer de revenus, qui ne pourra jamais être autonome, mais dont l'espérance de vie n'est pas affectée. Donc, ça, c'est clairement un besoin d'assurance vie permanente. Il y aurait différentes façons de le traiter, ce besoin-là. On aurait pu tout le jumeler dans le permanent, mais compte tenu du coût beaucoup plus élevé, je ne veux pas payer pour du permanent quand j'ai un bout de mon besoin qui n'est pas permanent. Ça, c'est comme ça que je l'ai analysé. Vous auriez pu le voir différemment. Alors, l'analyse des besoins, les jumeaux, c'est temporaire, Laurence, c'est permanent. Si on commence par temporaire. La première acétate, je vais aller rondement, rapidement. Et donc, la 15 ans, voire 15 ans pour les jumeaux temporaires. Puis la permanente, bien, elle est permanente, mais juste comme horizon, bien, elle risque de durer à peu près 80 ans. OK, juste comme horizon, parce qu'elle a 2 ans. Son espérance de vie n'est pas affectée. C'est une fille, donc 82, 80 ans. Mais c'est juste pour se situer. OK, la première ici, analyse, c'est juste parce que si vous faites des BQI, vous allez avoir cette question-là. Je veux juste vous la dire en mots. Okay? Quand on fait un besoin ou une analyse de besoin d'assurance vie, il y a 2 grandes familles de besoins ou 2 grandes familles d'évaluation. Tu peux le faire comme si, suite à un décès, on éteint toutes les dettes. On paye toutes les dettes suite au décès. Donc, payer toutes les dettes suite au décès, ça veut dire que j'ai une assurance vie temporaire juste pour ça, juste pour régler toutes les dettes. Fait que si je règle toutes les dettes avec mon produit d'assurance vie temporaire, puis qu'une de ces dettes-là, c'est l'hypothèque, ça veut dire que dans mon calcul de train de vie suite à un décès, il faut que j'enlève l'hypothèque. C'est juste pour vous le dire. Ici, c'est pas ça qui se passait. Ici, on libérait les dettes. Ici, on éteignait les dettes suite au décès. La preuve, c'est qu'ils ont déjà une assurance vie hypothécaire auprès de l'institution financière. Il y a 1,6 % du taux d'intérêt qui est réservé à ça. Ce n'est pas le bon produit, on va y changer son produit, mais on va garder son assurance vie pour régler l'hypothèque en cas de décès d'un conjoint. Ça va? Fait que ça, là, cette acétate-là, elle est correcte, mais j'attends parce que c'est dans un cas où on ne voudrait pas régler les dettes avec le produit d'assurance vie. Okay? Alors, c'est juste pour, si vous voulez vous fier ou comprendre, si vous avez des questions de l'EQI qui sont posées comme ça. Parce qu'il n'y a pas une bonne mauvaise réponse. Des fois, il y en a qui veulent faire libérer leurs dettes au décès, puis il y en a qui disent non, on va continuer avec les dettes. Bon. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la prochaine étape. Okay? C'est l'analyse des besoins temporaires avec paiement des dettes suite à un décès. Les dettes, pas compliqué, il y en a 2.
il y a l'hypothèque à 120 000. Ça, c'est déjà réglé par un produit. On va le changer, mais il est réglé par un produit d'assurance vie hypothécaire. Puis un 30 000 qui doit rembourser dans 5 ans. On veut un produit d'assurance vie temporaire pour régler ce 30 000-là. Il y en a qui l'ont mis dans le train de vie, c'est correct. Là. Moi, je l'ai juste réglé différemment. J'ai isolé une assurance vie hypothécaire, une assurance vie temporaire de 5 ans de 30 000 pour régler cette dette-là s'il y a un décès. Alors, dans mon calcul, je pars de mon train de vie 90 000. Ça incluait tout. OK? Vous aviez dans l'énoncé le 90 000, ça incluait tout. Il était divisé en 4 rubriques, je crois. OK? Donc, si un décès, l'épargne va couper de moitié. C'est correct si vous avez mis l'épargne va couper de 5 000 OK? Plutôt que 7 500. Mais vous ne pouvez pas faire aucun ajustement là. Vous ne pouvez pas dire il était 2 adultes, il épargnait 15 000, puis là, sont un seul adulte, puis il épargne encore 15 000. Il faut juste réagir à cette information. Le chiffre que vous mettez, ça m'importe peu. Tant que ça tient la route, logiquement, c'est une fenêtre. C'est une fenêtre, la bonne tête. Ça, c'est dans l'énoncé. S'il y a le décès d'un des conjoints, le conjoint surveillant va seulement pouvoir travailler la moitié du temps. Puis pendant qu'il va travailler, on a besoin d'aide qui va, en somme, avoir un coût de 20 000. Ça, c'était dans l'énoncé. Je rajoute le 20 000. J'ai interagi avec l'information. J'ai interagi avec ce que le client me dit. Donc, je rajoute 20 000. J'enlève l'hypothèque pour les raisons que je vous ai dit. Il y a un objectif de régler les dettes au décès avec des produits d'assurance vie temporaire. La preuve, il y a une assurance vie hypothécaire. Donc, j'enlève l'hypothèque. Là, ça aussi, je n'ai pas le chiffre exact. Mais celui qui est décédé, il était responsable d'un train de vie. Je ne sais pas de combien, mais il était responsable d'un bout de train de vie. Donc, moi, je vais enlever une partie de coût pour refléter qu'il n'y a plus 2 adultes, mais un adulte. Okay? Donc, moi, comment je l'ai fait? Je l'ai fait dans l'épargne. J'ai coupé l'épargne de moitié. Puis, dans le 45 000, j'ai enlevé l'hypothèque parce qu'elle ne sera plus là, l'hypothèque. Puis, dans ce qui reste, 45 000, j'ai enlevé 50 %. C'est correct si vous avez enlevé 60 %, 40 %, 30 %, 20 %. Mais si vous n'enlevez rien, c'est comme si vous me dites, celui qui est décédé, c'est vous, c'est quoi son train de vie qui était associé à lui? 0. On ne peut pas y aller, on ne peut pas aller. Alors, le train de vie après décès, 73 712. Les revenus, je veux rapidement. 50 000, il y a un 2 000 de RQ, de rente de RQ, conjoint survivant. C'est imposable, tout est imposable. J'enlève les avantages sociaux. J'enlève l'impôt, j'ai même plus astérix parce que je voulais vous le dire, je ne voulais pas oublier de vous le dire. Si vous essayez de faire le calcul de l'impôt sur 52 000, parce que 52 000, imposable, vous n'arriverez pas à ce chiffre-là. J'ai intégré le fait que quand tu es une famille monoparentale, tu peux prendre un de tes enfants mineurs comme équivalent de conjoint. Donc, j'ai pris un double crédit personnel de base. Celui qui est déjà implicite dans la table d'impôt, je l'ai rajouté une au fédéral seulement. Il était pointu. Okay? Pas obligé d'être pointu comme ça à l'examen. Double crédit personnel de base. Mais comme ça, je l'ai fait. Ce qui fait que, globalement, pour la partie temporaire, qui, selon moi, va durer 15 ans, le temps que les jumeaux passent de 6 ans à 21 ans, bien, à chaque année, c'est un déficit de 30 937. Oui. Dans les non-dits, tu parles de l'ouverture avec son employeur, puis savoir son pourquoi on n'est pas dans le. Parce que ça dit que s'il y en a un qui essaie, il doit avoir 70% pour le. OK. Dans le fond, il y a 2 raisons là-dedans. Pourquoi on ne l'intègre pas? On va l'intégrer tantôt, c'est sûr. Mais la première raison, puis je sais pourquoi tu l'intègres là, c'est la compréhension que ce genre d'assurance vie-là qu'on a auprès de notre employeur, qu'on dit 75 000, c'est pas une rente, c'est pas un montant de c'est un capital cotisation. C'est un capital, donc c'est pas quelque chose qui est récurrent. Il ne faut pas que tu le rentres dans une boucle récurrente. Fait qu'on va plus le mettre comme j'ai des besoins, j'ai déjà quelque chose. Ça va être dans ce que j'ai déjà. Excellente question. Je suis sûr que tu n'es pas la seule à avoir posé cette question-là. Donc, le 32 937, il faut que je me crée une rente qui va éponger ce déficit-là s'il y a un décès. Donc là, ça ressemble à semaine 2. Alors, je fais mon calcul. Ça donne 390 000 ici. Donc, mon calcul, c'est 32 937. Ça, c'est mon paiement que je dois recevoir. Le N, c'est 15 parce que la situation va durer 15 ans. Là, j'ai mis un rendement, je ne sais pas si je peux le dire quelque part. Non, je ne le dis même pas, mais j'imagine que c'était 2 ou quelque chose comme ça parce que je vais me faire une petite provision pour l'inflation.
le déficit va augmenter à chaque année. Fait que mon rendement que j'utilise, ça peut être 6 moins 2, 6 moins 3. Mais je ne peux pas avoir 6 directement là. Il faut que j'enlève un petit bout d'inflation. Donc, ma T15 de 390 000, puis une T5 de 30 000 parce que j'ai un prêt, il y a un prêt à rembourser par monsieur suite dans 5 ans. Okay? C'est comme ça que j'établis mon besoin en assurance vie temporaire pour le couple, pour tenir compte des 15 premières années si le décès se passe demain matin. Vous comprenez, c'est tout le temps ça. Là. Si le décès se passe demain matin, je veux couvrir le pire scénario. Commencez pas à jouer les probabilités ici pour dire wow, on va faire une moyenne. Non, ce n'est pas la place de faire des moyennes. Le pire scénario. OK, donc c'est 420 000 de besoin d'assurance vie temporaire. OK. Là, je vais passer à l'assurance vie permanente. D'accord? Donc, ça, c'est pour l'idée de dire que 15 ans plus tard, il y a toujours des besoins. 15 ans plus tard, les jumeaux ont quitté le nid, j'espère. OK? Mais il y a toujours les besoins de Laurence qui vont être là jusqu'au moment où elle va atteindre l'âge de 82 ans. Elle a déjà 2 ans. Donc, j'ai comme une fenêtre de 80 ans à couvrir. Vous suivez? On a déjà couvert 15 ans par la temporaire. Donc, il reste 65 ans à couvrir. Et là, le portrait change. Dans le calcul du train de vie, il y a un bout qui est pareil, il y a un bout qui est différent. Donc, quand j'analyse le besoin permanent par rapport à Laurence, qui a 2 ans, qui est handicapée, je pars du 90 000, j'enlève l'épargne de 7 500, Laurence, 20 000 pour laisser le temps au conjoint de travailler à mi-temps, l'hypothèque, je l'enlève. Bref, tout est pareil, sauf que j'enlève le 15 000 qui était le coût pour les jumeaux. J'ai isolé dans l'énoncé comment ils coûtaient les jumeaux, 15 000. Là, je les enlève parce que là, ils ont quitté le nid. Là, je suis dans le besoin d'assurance vie permanente en lien avec Laurence. Dans le fond, c'est le seul ajustement qui est porté ici. Ça fait que le déficit est 15 000 plus bas. Si je n'ai pas de mes calculs comme il faut, ça, c'est 15 000 plus bas que tantôt. D'accord? Donc, mon déficit de 17 937, il va durer combien de temps? Vous voyez, 17 937 pendant 65 ans. Suivez. Donc, elle décède à 82. Elle a déjà 2. C'est une enveloppe de 80. Il y a 15 ans qui sont couverts par la temporaire. Il reste 65 ans. C'est comme ça que je l'ai découpé. Il y aurait d'autres façons de le découper. Ça tient la route. Donc, vous voyez, là, il est là mon rendement. Je suis parti à 6. J'enlève 2,5 pour l'inflation. Ça donne 457 000. Là, j'arrondis. C'est sûr que quand on est dans l'assurance vie, tu arrondis. Okay? Mais ça ne serait pas mauvais. Quelqu'un qui l'arrondit, qui va acheter auprès de son assureur une assurance vie de 457 714, c'est correct. Il va vous l'arrondir. Okay? Donc, moi, je l'ai arrondi à 500 000 et c'est une assurance vie permanente. Okay? Donc, ça, c'est les besoins. D'accord? 420 000 d'assurance vie temporaire, 15 ans, 5 ans. OK? Puis, ce qu'on vient de calculer pour l'assurance vie temporaire, le 500 000. Donc, je dois regarder maintenant qu'est-ce qu'on a déjà. Qu'est-ce que le couple a déjà? Puis, évaluer est-ce qu'ils sont pertinents. 1, 2, est-ce qu'ils sont avantageuses? Parce que vous avez de l'expertise. Il faut que vous optimisiez. Fait que là, je me souhaite une liste d'épicerie, je pense. Ouais, OK. Je me souhaite une liste d'épicerie. Okay, j'ai classifié mon information parce que l'information, elle va dans tout côté là-dedans. D'accord? Fait que j'ai fait ressortir, là, puis je les analyse. Je prends mon temps. OK, il y a une assurance santé là-dedans. Elle est temporaire 5 ans dans le sens qu'il changeait de job aux 5 ans. C'est dans ce sens-là, mais elle est tout le temps là. C'est le genre de job où chacun aurait de l'assurance santé comme une assurance collective auprès de leur employeur. Mais de toute façon, c'est pertinent, c'est avantageux. Ce n'est pas à remettre en question. Vous n'avez pas de données par rapport à ça, puis on regarde ça. Okay? C'est comme automatique. L'assurance salaire, pendant 5 ans, c'est à cause qu'ils changent de job aux 5 ans, tout ça, c'est cette histoire-là. Mais ça, c'est aussi pertinent, avantageux, on ne touche pas à ça. Mais j'ai mis tout pour faire l'analyse comme il faut. L'assurance vie employeur, il est là, votre 75 000. Donc, on a une assurance vie auprès de l'employeur qui est égale à 75 de votre revenu brut. D'accord? Donc, le revenu brut, à la base, il est 100 000. 75 c'est 75 000. Ce n'est pas un montant qui arrive à chaque année, c'est une assurance vie. C'est tout le temps du capital, l'assurance. On te donne du capital, puis toi, tu crées une rente avec. D'accord? Fait que là, 75 000, c'est pertinent, c'est avantageux. Puis quand c'est des avantages sociaux de l'employeur, avec l'employeur, je ne vais pas commencer à dire hey, c'est de la scrap, son avantage social.
C'est agréable. On va tout garder ça. Là. Pas que ça va se passer. OK, là, on commence à parler. L'assurance vie sur la tête des jumeaux. Aïe, aïe. Hey, on est à l'envers. Il y a 0 risque là. Sur la tête, il faut que les jumeaux décèdent pour le 300 000 rentes. Flashez-moi ça. OK? Fait que ça, c'est non pertinent. Puis, on va sauver 60 $ par mois. OK? Ça, c'est votre travail de dire ça. Okay? Assurance vie, le père de Jeanne. Hey, ça, c'est de l'or en barre. Le père de Jeanne, il est embassé en âge, on aime ça. Il a 82. OK? Ça lui coûte, je pense, 500 $ par année. Okay? Fait que lui, s'il ne veut plus la payer, nous, on va la payer pour lui. Vous me suivez? Okay? Fait que c'est très, très avantageux. C'est 500 $ par année. Ça couvre un besoin d'assurance vie permanent en plus. C'est de l'assurance vie permanente, pas temporaire. Fait que ça fait partie de mon portefeuille. Laisse ça là. Okay? Je le répète, si monsieur veut payer ça, nous, on va se faire plaisir de payer ça. C'est un rabais. L'assurance maladie grave, Jean-Guy, la boîte, ça n'a pas rapport. C'est pas important en priorité. Il y a tellement des choses plus importantes là-dedans. N'ayez pas peur de, peut-être pas le dire comme je viens de le dire, là, mais de le dire professionnellement, mais d'expliquer qu'il y a une priorisation là-dedans. Ce n'est pas tout au même niveau. C'est ça votre expertise. Vous démêlez les choses. Donc, 75 000, 50 par mois, on va sauver là. L'assurance hypothécaire, elle est de 12 ans, 120 000. Elle est pernicieuse parce qu'elle est cachée dans le 4 %. Tu ne vois que du feu, c'est 0,6 de 1 % qui est réservé à ça. C'est caché, mais vous allez découvrir. Vous allez trouver le coup de ça. Puis vous allez comparer à une assurance vie temporaire 12 ans, puis vous allez dire, flash-moi ça, l'assurance vie hypothécaire, puis prends l'assurance vie temporaire 12 ans. C'est votre expertise encore. Okay? Donc, on va garder l'idée de libérer la dette au décès de l'hypothèque, mais on va aller magasiner et on va sortir de l'assurance vie. On a pas mal d'analyses à faire, on a pas mal de travail à faire, alors on y va. Selon les besoins, selon les options. Okay? Donc, le montage, je pense qu'on s'axe sur l'assurance vie temporaire. On a déjà 30 000 de besoins, on l'a dit, on l'a calculé au début, c'est la dette qu'on veut régler. On a aussi le solde déjà établi par la T15, qu'on a établi tantôt, 390 000. C'est notre 420 000, puis un bout qui va être comblé par l'assurance vie auprès de l'emploi de 75 000. D'accord? Donc, moins 75 000, j'essaie d'établir c'est quoi le besoin ultime compte tenu de l'inventaire que j'ai déjà d'assurance de personne. Okay? Alors, c'est une assurance vie T15 à acquérir de 345 000. Et j'ai une assurance vie T12 sur l'hypothèque à magasiner. J'ai ces deux choses-là à faire. Vous voyez? OK, donc on va voir faire les choses. Comment on comparerait ça? OK? Je vais me poser la question. OK, comment on compare ça? Hey, c'est une bonne question. Hey, vos amis, avez-vous les aider? Vous pensez vos amis avec cette affaire-là? Pour de vrai, là. OK? Comment tu analyses ça? Faites les paiements, suivez. Faites les paiements sans l'assurance vie hypothécaire à 3,4. Faites les paiements avec l'assurance vie hypothécaire à 4. Okay? Ça, c'est votre coût caché qui veut le faire que vous voyez. Puis comparez-le avec la tarification d'une T12 pour le même capital de 120 000. S'entend? C'est le même, vous allez faire ça dans la vraie vie. Et pour vos amis. Et fait qu'on le fait. Si on le fait. Donc, comment on analyse ça? C'est que si j'achetais une temporaire T12 avec la tarification, je vais donner la tarification, c'était pour une. Je donnais la T20 puis la T10. Là, je fais une moyenne. D'accord? Je fais une moyenne 250, 220. Je fais 1,2 parce que c'était par tranche de 100 000. La tarification était par tranche de 100 000. Donc, c'est 120 000 j'ai besoin. Je fais 1,2. Je fais x12 parce que la tarification, elle était annuelle. Puis, ça va durer 12 ans. Potentiellement, c'est une T12. Okay? Donc, je regarde, globalement, ça va me coûter 3 384. Ah, ça, c'est facile. Ça, c'est une T12 normale. Maintenant, le bout caché par les institutions financières, ce qu'ils ne veulent pas que vous voyez. Mais vous êtes bon, vous êtes capable de faire le calcul. Donc, faites les deux calculs. Je l'ai fait avec 4, je l'ai fait avec 3,4. Okay? Je regarde les flux monétaires à la fin, 151 056 versus 146. Donc, mon coût caché, qu'on ne veut pas que vous voyez, 4 896. Donc, ça, ce n'est pas inventé, c'est vraiment à l'échelle, cette affaire-là. Donc, dans cet exemple-là, ça coûte 4 896 versus 3 384 et
ton 120 000, il est garanti pendant les 12 ans. Dans l'assurance vie hypothécaire, il est après fond, votre 120 000, il s'en va vers zéro. Je veux dire, mieux être beau et intelligent ou du contraire, les deux, là. Bon, fait que là, voilà. Une économie globale, OK? On se calme, c'est pas 1512 à chaque année, OK? C'est 1512 sur 12 mois, mais quand même, soyez dans le bon sens. Donc, ça, c'est la première analyse. Bon, l'acquisition de la T15, je vais rapidement, c'est juste des multiplications. J'ai pris la moyenne entre la T20 et la T10. J'ai fait 3,45 parce que c'est des tranches de 100 000, c'est 345 000. Donc, T811 par année. Bon, ça, c'est pour le montage de l'assurance vie temporaire qu'on vient de voir. L'assurance vie permanente, elle était de 500 000. J'ai déjà 150 000 qui est une aubaine. L'assurance vie permanente, sur la tête du père de Jeanne, il y a 82, il est vieux, parfait. 500 $, parfait. On la met dans le montage. Il reste 350 000. OK? Bon, là, je le vois très rapidement parce qu'on a fait des exemples comme ça. Là, on vous propose différentes façons d'avoir une assurance vie permanente. Une qu'on paye plus rapidement au début, qu'on arrête de payer, puis l'autre qu'on paye jusqu'au décès. Là, on a fait plein, vous irez voir là, au besoin, mais c'est ça que je fais ici. D'accord? Donc, ça, c'est celle qu'on doit payer tout au long. D'accord? Donc, de 50 ans, dans le cas ici, versus celle qu'on paye un gros au début, puis après ça, elle se paye en guillemets tout seul. Fait que la différence entre les deux, une me coûte 114 000, l'autre me coûte 201 700. Donc, c'est les mêmes exemples de coûts de renonciation. C'est une place dans ces livres pour voir laquelle coûte vraiment plus cher versus c'est tout le temps la même affaire. Donc, on va prendre l'assurance vie où on paye le même montant jusqu'au décès. Le 50 ans, c'est parce que c'est sur la tête des parents. De mémoire, les parents ont 35-36. Bon, alors, l'acquisition d'assurance vie permanente pour compléter la couverture, 350 000, donc ça, c'est avec la qualification, vous l'avez dans l'énoncé. Fait que là, c'est là qu'on se vante. Comme tout le temps, se vanter, ben on a le temps comme ça. OK, là, c'est important de faire un résumé de ça. Faire une conclusion, puis, parce que là, le client rendu là, il est mêlé. Malgré que tu es vraiment assez méthodique, assez logique, il est quand même mêlé. Okay? J'espère que vous n'êtes pas mêlé, là, mais le client il est mêlé. Fait qu'il faut que tu fasses un bon petit résumé. Fait que là, ça peut ressembler à ça. Là. Évidemment, ce n'est pas la seule façon de résumer. C'est-à-dire, OK, tes besoins, ce qu'on doit combler, ce que tu n'as pas déjà, OK, c'est l'équivalent d'une temporaire 15 ans pour 345 000. C'est une assurance vie permanente à acquérir de 350 000. Puis, c'est une assurance vie hypothécaire que tu as à convertir en T12. OK? C'est ça qu'on a à faire. C'est ça qu'on va faire. OK? Maintenant, combien ça va coûter tout ça, compte tenu des nouvelles assurances que tu dois acheter, compte tenu de celles qu'on a flashées? Il faut que vous démontrez ici que vous avez fait des choix qui étaient pertinents. Donc, le résumé des coûts, ça peut ressembler à ça. Ton assurance vie temporaire, ça va coûter 811 $ par année. Et là, je fais juste en prendre l'information qui est ailleurs dans la société. Ton assurance vie permanente, ça va coûter 2625. Je te fais trouver en prenant celle qui coûte le moins cher. Je ne vais pas quantifier ça pareil. Bon, convertir l'assurance vie hypothécaire en assurance vie T12, c'est mon 1512 global que je chauffe sur 12 ans. Fait que divisé par 12, là, sur une base annuelle, ça me fait sauver 126. C'est un petit montant, mais je veux le montrer. Je veux montrer que je travaille pour lui, que je m'en vais dans la bonne direction. L'abandon de l'assurance vie sur les jumeaux, pas rapport. C'est pas rapport. C'est quand même 720 et ça fait une assurance vie temporaire. C'est à l'échelle pas mal, là, les chiffres que je vous mets là. Okay? L'abandon de l'assurance maladie grave, 600 $. Okay? L'acquisition de l'assurance vie du père, genre 500 $, ça vous fait 500. Donc, alors, globalement, ça coûte net 2490. Donc, 2500 pour aller chercher 345 000 d'assurance vie temporaire, 350 000 permanente, puis la conversion. Bref, on a fait notre job. Évidemment, je ne manque pas une affaire de même avec l'examen. Il y a trop d'étapes, il y a trop de processus.
Mais c'est un bel exemple pour intégrer le monde des assurances ou des assurances de personnes. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous êtes vraiment un super groupe. Puis on se voit être présent dans l'examen final. Il est disponible sur le site. Oui. Quand vous dites conclusion en mots, est-ce que juste ça, c'est suffisant? Ah oui, oui. Oui, tu peux. Non,